on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite du nouveau guide alimentaire canadien? Moi, ma réponse simple à cette question-là, c'est je suis satisfaite à 90 %, puis j'ai un 10 % d'hésitation un petit peu. Donc là où je suis vraiment contente, c'est de voir d'abord l'image redynamisée de l'assiette, qui franchement était temps d'avoir des photographies d'aliments actuels plutôt que des petits dessins désuets qu'on avait avant. Puis surtout que l'assiette nous montre plutôt des proportions d'aliments à consommer plutôt que des portions calculées ou des nombres d'aliments, de groupes d'aliments à calculer à chaque jour. Donc, je suis fondamentalement assez plutôt contre le calcul quand on mange. Je ne pense pas qu'on devrait calculer ni des calories ni des portions. Donc, ça me plaît beaucoup. Je suis aussi très, très contente de l'aspect qui, à mon avis, est le plus nouveau du nouveau guide, c'est-à-dire l'introduction des habitudes alimentaires, donc les conseils qui nous portent à cuisiner plus, à mieux planifier les repas, manger en compagnie, donc d'être un petit peu plus conscient de la façon dont on mange, pas juste de ce que l'on mange. Donc ça me plaît énormément. Ce qui m'agace un petit peu, c'est... en fait, faut dire... Pour commencer aussi que le guide alimentaire n'est pas que cette affiche qu'on a tous vue, là, c'est beaucoup plus large que ça. Puis il y a d'autres outils qui sont en développement et Santé Canada va nous en informer au cours de l'année. Mais ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'il y a peu d'informations par rapport à l'alimentation des enfants, par exemple, ou des personnes âgées. Donc là, je trouve que ça manque un peu. Et puis, si je peux me permettre de terminer là-dessus, il y a aussi l'aspect des produits laitiers qui est un petit peu, non pas évacué, ils sont encore là, les produits laitiers, mais quand on fouille un peu plus loin derrière, entre autres sur les études qui ont été évaluées pour former les nouvelles recommandations, il y a quand même très peu d'études avec des résultats probants qui ont été évalués concernant les produits laitiers. Puis ça, en tout cas, ça mérite une discussion plus approfondie. Madame Durand? Merci. Pour commencer, je suis d'accord avec tout ce que Stéphanie vient de mentionner. Ce sont tous des points que je trouvais aussi très positifs dans la nouvelle édition du guide. Puis, je trouve que l'idée d'utiliser l'assiette est particulièrement gagnante. Là, ça donne vraiment une représentation plus proportionnée de ce à quoi devrait ressembler un repas équilibré. Mais puisque beaucoup de choses positives ont déjà été mentionnées, je vais me concentrer peut-être sur des aspects sur lesquels je suis un peu plus critique. Dans le bas de l'affiche ou à l'endos de l'affiche, on retrouve certaines recommandations telles que manger en bonne compagnie. C'est possible de le faire pour plusieurs personnes, mais selon Statistique Canada, 28 % des ménages canadiens sont composés d'une personne seule. Donc, peut-être qu'il y a certains repas qu'on peut prendre en bonne compagnie, mais la plupart du temps, les personnes seules cuisinent aussi seulement pour elles-mêmes et c'est difficile de se motiver à cuisiner quand c'est seulement pour soi. Donc, ça, je trouve que c'est une réalité qui est très présente dans notre société puis que le guide élude complètement. En ce qui concerne la place des produits laitiers, je trouve que ça peut être perçu peut-être un petit peu négativement dans une population nord-américaine pour laquelle les produits laitiers occupent une place culturelle importante. Donc, peut-être que de les voir réduits à une portion un peu plus congrue du groupe des protéines, ça fait en sorte que certaines personnes vont peut-être réagir un peu négativement en trouvant que ce nouveau guide-là n'est pas très connecté aux habitudes alimentaires, aux traditions, à la culture, puis peuvent avoir l'impression que ce guide-là les interpelle peu. Un troisième point que je vais mentionner, puis je vais m'arrêter sur celui-ci, dans les conseils qu'on donne, il y en a certains que je questionne un peu, tels que lisez les étiquettes et faites attention au marketing. Parce que les étiquettes, c'est du marketing. Donc, pour avoir choisi le produit, le retourner et lire l'étiquette, il faut déjà avoir été influencé par le marketing. Donc, ça, je m'interroge un peu sur la manière dont les gens vont mettre ça en pratique, tout comme le conseil demander aux autres de participer à la préparation des repas. Je me demande un peu, qui est la personne qui demande et qui sont ces autres? S'agit-il encore de maman qui demande à papa et aux enfants de l'aider à cuisiner?
Enfin, on en discutera. Monsieur Lavallée, qu'avez-vous pensé de ce guide? Honnêtement, c'est tous des super bons points qui ont été dits. Puis moi aussi, je suis comme dans le 90% heureux et tout ça. Peut-être que je suis en train de descendre à 85 là, avec les commentaires que vous venez de dénoncer. Mais j'ai trouvé ça intéressant, les points de la place du lait, par exemple, parce que oui, on l'a vu, il y a eu clairement un clash. Puis c'était un spin qui a été fait par les médias, là, donc de la disparition des produits laitiers et tout ça, mais c'est clairement donc justement une réponse culturelle, puis c'est que le lait a tellement été présent pendant longtemps que juste le fait de le retirer un petit peu, ça a comme... Donc oui, clairement qu'il y a des notions peut-être culturelles qui n'ont pas été suffisamment réfléchies par rapport à ça, ou du moins certains segments de la population qui ne sentent pas que ça a été suffisamment réfléchi. Mais honnêtement, là, on est là pour pointer les petits détails et tout ça, mais globalement, je suis très content de la nouvelle version du guide alimentaire. À mon sens, ils ont fait un pas en avant là, énorme, très cohérent avec la science actuelle en grande majorité. C'est beaucoup plus simple aussi comme conseil, comparativement à ce qu'on avait auparavant, puis justement les portions et tout ça. Bien plus simple à comprendre, cohérent avec la science. Pour moi, c'est en très grande majorité du positif, là. Et Mme Lemieux, en terminant, peut-être? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Je suis vraiment en accord avec mes collègues. Peut-être que j'ajouterais, quand Stéphanie parlait là, des connaissances, des compétences, les éléments qui ont été ajoutés au guide, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à les mettre plus en valeur parce qu'il y avait de ça dans le guide de 2007, mais perdu à travers le reste. Et là, puis on était tellement omnibulés par les portions en 2007 qu'on ne voyait plus rien autour. Et là, je trouve qu'on a réussi à faire une définition de la saine alimentation qui était vraiment pas juste l'assiette, mais aussi en dehors de l'assiette. Et ils ont réussi vraiment dans la manière de présenter les choses parce qu'il y avait déjà, comme je dis, beaucoup d'éléments qui étaient présents. Autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est la démarche qui a été faite pour en arriver au guide. Santé Canada a fait beaucoup de consultations, fait des groupes de discussion auprès de la population pour essayer de comprendre comment les messages allaient être perçus. Et je pense qu'on fait aussi un bon coup en disant haut et fort qu'ils ne consulteraient plus l'industrie. On va peut-être en reparler plus tard. Mais ça, je pense que cet aspect-là était très négatif, perçu très négativement, le fait que l'industrie soit invitée à la table des discussions là, quand avait été le temps de parler des guides précédents. Et cet aspect négatif, je trouve qu'il occultait tout le reste du guide. On en parlait juste de « Ah, le guide, c'est organisé par l'industrie ». Je pense que ça a été vraiment un bon coup et ça a permis de focusser, de mettre l'accent sur autre chose là, quand est apparu le guide de 2019. Donc, puis si je peux juste rajouter, c'est exactement ça. C'était une question de séduction du public. Le fait de dire haut et fort, on se dissocie de l'industrie, on ne va pas prendre des études qui ont été financées par l'industrie et de le mettre de l'avant. C'était une question, on doit reséduire un public qui a perdu confiance dans les outils qu'on avait développés par le passé, puis que, comme tu disais, que ça occultait tout le reste. On pensait juste au fait comme « Ah, c'est l'industrie qui l'a fait, donc je ne me fie pas du tout au conseil ». Non, ils avaient besoin de redorer leur image par rapport à ça. Ils l'ont bien fait. Justement, on commence un peu à parler du passé, d'où vient le guide, justement. Le guide alimentaire, donc, il existe depuis déjà plusieurs années. Comment il a évolué au fil des ans et quelles ont été aussi ses influences de ce guide alimentaire-là au travers de l'histoire? Puis, je vais me tourner vers l'historienne autour de la table pour nous répondre peut-être en premier et vous pourrez rajouter, évidemment, donc, Mme Caroline Durand. Bon, je vais demander à mes collègues de m'interrompre à un moment donné parce que je pourrais facilement parler... Je m'en occuperai sinon. Je pourrais parler longtemps de l'histoire du guide et surtout de l'histoire de ses influences parce que chaque version du guide s'inscrit dans un contexte qui est très particulier, dans des préoccupations de santé publique qui sont propres à certaines époques, puis souvent aussi dans des objectifs qui sont de manière très large, assez politiques. Donc, quand le guide est né, au début des années 1940, le guide est apparu après, je dirais, une bonne quinzaine d'années d'avancées assez considérables dans les recherches sur la nutrition. Puis, dans les années 1930, on avait commencé à faire quand même pas mal d'études sur l'effet
du manque de certains nutriments sur la santé de la population. Donc, dans les années 1930, par exemple, on commençait à se rendre dans les écoles primaires et secondaires avec des équipes constituées d'une infirmière, parfois d'un médecin, avec des balances et des toises. Puis là, on mesurait, on pesait les enfants, on faisait un examen médical sommaire, puis on envoyait un petit rapport aux parents pour dire, commenter sur la santé des enfants. Puis ce qu'on a constaté dans les années 1930, c'est qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient maigrichons, selon les critères de l'époque, et on s'inquiétait beaucoup de l'impact de ça sur la santé, parce que, il faut considérer que dans les années 1930, les maladies qui ravageaient le plus, c'était encore des maladies épidémiques, puis des affections comme la tuberculose. On faisait des liens, par exemple, entre l'incidence de la tuberculose, la qualité de la diète. Donc, les études qui ont précédé la création du premier guide alimentaire, c'est des études qui s'intéressaient beaucoup aux maladies de carence, à l'insuffisance de l'alimentation des enfants. Donc, la version du guide des années 1942 jusqu'à 1949, on est dans une philosophie où on essaie de trouver c'est quoi le seuil de vitamines dont les gens ont besoin pour rester en santé et éviter certaines maladies. Puis on présumait qu'on pouvait donner comme des quantités minimales à atteindre chaque jour. Donc, une portion de pommes de terre, une portion de produits céréaliers à blé entier, à grains entiers chaque jour, avec d'autres trucs blancs à côté, au moins un légume vert. Du foie. Oui, le foie, on conseillait beaucoup le foie, on conseillait de manger de la viande à tous les jours, du lait en telle quantité, mais on croyait aussi qu'au-delà de ça, les gens allaient manger comme d'autres aliments de leur choix et qu'ils allaient combler leurs besoins en nutriments de base. Puis quand le gouvernement canadien a désiré comme émettre des conseils à l'ensemble de la population, mais on était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il y a des études qui avaient révélé que 43 des jeunes hommes qui se présentaient pour entrer dans l'armée étaient refusés sur des bases médicales. Donc, on s'est mis à s'inquiéter pas mal de la santé de la population, de sorte qu'on y percevait pratiquement une espèce de crise de la santé publique. Au-delà de ça, le Canada voulait avoir des civils performants au travail, parce qu'il y avait beaucoup d'usines qui produisaient du matériel de guerre. Donc, on voulait s'assurer que les gens ne manquent pas de journée de travail parce qu'ils sont malades, par exemple. Et en plus de ça, il y avait aussi le rationnement qui créait cette espèce d'impression de privation. Donc, on voulait rassurer la population en lui disant « Vous ne serez pas privés, et si vous suivez nos conseils, vous mangerez probablement mieux qu'avant. » Donc, il y a tous ces éléments-là qui entourent la production des premières versions du guide alimentaire, et c'en est donc une qui focus beaucoup sur l'atteinte de certains seuils pour conserver la santé. Ensuite, ça a évolué, puis je dirais qu'il y a eu un point tournant qui s'est passé dans les années 1970, où le gouvernement canadien a mis sur pied une grande enquête qui s'appelait Nutrition Canada. Ils ont interrogé des milliers de Canadiens sur leurs habitudes alimentaires et ils ont aussi recueilli des données sur le poids, la taille, l'état de santé de toutes sortes de gens. Et ça a révélé aux autorités canadiennes que beaucoup d'adultes étaient en surpoids. Donc, à partir des années 1970, on s'est mis à conseiller davantage la modération, puis à entrer un peu plus dans le type de conseil qui dit oui, c'est important de combler les besoins de base, mais il y a aussi des choses qu'il faut éviter de surconsommer, auxquelles il faut faire attention. Donc, il y a cette espèce de principe de nutrition négative qui apparaît un peu plus dans les années 1970. Donc, il y a des nouvelles préoccupations en santé publique. La question du poids inquiète plus. Les personnes atteintes de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc, on ne pense plus à la tuberculose vraiment là, dans les années 70, mais on pense à d'autres maladies. Et le contexte économique des années 70 est aussi particulier. Il y a une crise économique assez importante au début de la décennie. Le prix des aliments augmente en flèche. Et c'est peut-être de là que vient l'idée de conseiller des viandes et des substituts, parce que les gens ont la perception que la viande coûte vraiment cher. Donc, l'État a tout intérêt à dire aux gens, oui, mais vous pouvez manger d'autres choses. Et vous pouvez donc manger de manière plus économique que vous le pensez. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour laisser à mes collègues l'occasion de parler peut-être de certaines caractéristiques des autres versions puis de d'autres influences. Oui, Madame Lemieux? Oui, bien en fait, je voulais juste aussi ajouter que c'est au début des années 60 que le nom, on parlait de règles alimentaires, hein, puis on est passé à un guide alimentaire au début des années 60. L'élément qui me venait aussi à l'esprit, peut-être moins dans l'évolution, parce que tu es vraiment l'experte de ça. Mais moi, c'est plus la comparaison entre les versions que j'ai trouvé vraiment intéressante d'un point de vue, qu'est-ce qui était dit et tout ça.
Et comme je le mentionnais un petit peu tantôt, cette année, on dit il y a eu vraiment beaucoup de changements. Les aliments de protéines végétales, riches en protéines végétales, on dit d'en manger plus souvent. Puis je suis vraiment retournée voir dans le 2007, puis on dit consommer souvent des substituts de la viande, tels les légumineuses et le tofu, mais ça passait un peu dans le beurre, là, pour ne pas faire de jeu de mots. Mais il y avait beaucoup quand même, c'est juste pour dire qu'on a eu l'impression qu'il y avait un virage à 180 degrés dans la version de 2019, mais il y avait quand même des éléments qui, finalement, il y a un fil conducteur, on n'a pas réinventé non plus en 2019. Il y a peut-être juste un point, moi, que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est un de mes intérêts en recherche, c'est le plaisir alimentaire qui a vraiment réapparu assez fortement en 2019. Et j'ai regardé dans les versions précédentes et je trouvais intéressant en 92, dans ça, je pense qu'on était le soleil ou l'arc-en-ciel, je ne m'en rappelle plus, mais je pense... C'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel en 92, ouais. OK. Donc, on parlait à ce moment-là des 4 groupes alimentaires, on parlait des autres aliments, donc les aliments qui ne font pas partie d'aucun des 4 groupes. Et on mentionnait, on disait, il y a des aliments qui ne font pas partie d'aucun des 4 groupes, mais ils apportent de la saveur et du plaisir, et donc, on peut en consommer. Et donc, à ce moment-là, en 92, on associait uniquement, le plaisir était uniquement associé à tout ce qui était en dehors du guide, donc tout ce qui n'était pas santé. Et j'ai trouvé vraiment intéressant que maintenant, en 2017, on a vraiment fait attention dans les textes qui viennent supporter le guide, mais aussi dans le guide en tant que tel, on parle de savourer des aliments frais, des aliments sains, ayez plaisir à cuisiner, tout ça. Donc, on n'a pas réservé le plaisir aux aliments autres. Donc, ça, je trouvais que c'était une évolution intéressante que je tenais à souligner. Ça enlève un petit peu cette espèce d'élément de culpabilité-là que certaines personnes peuvent avoir avec cette impression que là, je vais me gâter parce que je vais manger tel truc. Là. Puis c'est un changement de philosophie aussi, je pense, dans l'éducation en nutrition. Dans le sens où on est passé à une époque où, justement, on donnait des conseils, il faut manger tel aliment et tel aliment et tout ça, sans peut-être penser à la globalité de la personne en tant que telle. C'est comme, voici ce que tu dois manger pour être en santé, voici les portions, voici les nutriments que tu dois manger, sans penser que, oui, c'est vrai, les êtres humains, on n'est pas des machines, on a des émotions. Puis la santé mentale, oui, c'est vrai, ça a une influence aussi sur notre santé. Donc, l'alimentation, il faut tenir compte aussi de l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. Je peux rebondir sur ton commentaire, on n'est pas des machines. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les conseils alimentaires au début du 20e siècle. On faisait souvent la comparaison du corps humain avec une machine. Donc, on disait, votre corps, c'est comme une auto, c'est comme une locomotive, puis il faut lui donner du carburant, puis s'occuper que le moteur soit bien huilé. Là. Donc, on disait, par exemple, que les vitamines, c'était un peu comme de l'huile, puis que le pain et les patates, c'était un peu comme le carburant, puis on avait une vision très, très moderne puis matérialiste du corps, là, un peu comme si on n'avait quasiment pas le droit de se comparer avec un animal. Le dernier petit point que je voudrais ajouter sur le nouvel aspect de ce guide-ci, c'est aussi qui a été construit sur, encore une fois, des données scientifiques probantes, mais qui ont à voir avec les maladies actuelles, c'est-à-dire que le guide n'est plus là pour combler des carences alimentaires, mais plutôt pour prévenir l'apparition de certaines maladies qui, typiquement, vont s'avérer avec l'âge. Donc, parce qu'on vit tous plus vieux, souhaitons-le, l'espérance de vie générale est plus élevée, on a plus de risques de développer des maladies cardiaques, du cancer, qui sont les 2 plus grands importants, le diabète de type 2 surtout, l'ostéoporose. Puis donc, les conseils, en fait, qui sont derrière cette assiette puis cette formulation, vise la prévention de ces maladies-là, ce qui est quand même relativement nouveau là, dans l'évolution. Mais le contenu comme tel de l'assiette n'est pas si différent que ça de tous les guides d'avant. C'est vraiment le message qui est très, très différent. Moi, là où je vois le changement le plus radical, en fait, par rapport au guide d'avant, c'est dans le groupe des grains entiers. Donc, si vous avez remarqué, on ne voit que des grains entiers. Vous n'avez pas de pain blanc, de riz blanc, de pâte blanche, de bagel, de pâte à pizza. Pour moi, c'est là le changement le plus radical. Maintenant, comment ça va être adopté, ça, par la population, je pense qu'on va y venir un peu plus tard. Oui, justement, j'ai peut-être un peu mixé 2 questions. Non, mais on a vu un peu l'évolution de ce guide-là. Oui, on peut se poser la question, quelle influence a-t-il sur la population, mais aussi... Est-ce qu'on a une culture culinaire canadienne? La réponse sera sûrement oui, mais quelle est-elle? Puis, parce que moi, l'image que j'ai de cuisine canadienne, ce écrit là sur un restaurant, là on le voit moins, mais
quand j'étais jeune, là, au début des années... dans les années 90, là, il y avait ça, cuisine canadienne, c'était des mets chinois, du spaghetti, tu sais, c'était ça un peu. Donc, est où notre culture canadienne, puis comment ce guide-là, est-ce qu'il a une influence, puis comment il jongle avec tout ça? Mais je pense que c'était un des gros défis de Santé Canada. C'est que le Canada, on est une mosaïque d'immigrants. On est plein de personnes qui viennent de partout, qui ont des habitudes alimentaires différentes, qui viennent d'un peu partout. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir un outil qui va répondre à ces millions de personnes qui ont des façons de s'alimenter? C'est un gros défi, puis c'est pour ça qu'ils vont aller probablement avec des outils qui vont être plus spécifiques. En plus, tu rentres on parle de la culture, mais après, quand tu rentres dans selon l'étape de la vie, tu as en plus des conseils nutritionnels. C'est un casse-tête énorme. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu le faire le plus simplement possible, pour se dire, bon, là, on va faire ça vraiment large, puis après ça, les gens vont essayer de l'adopter selon leur propre culture. On le voit déjà un peu dans, encore une fois, si vous allez sur le site web, parce que, encore une fois, le guide, ce n'est pas que l'affiche. Le guide, c'est une application web. Donc, vous allez sur le site, il y a tout un menu et il y a énormément de recettes, de trucs, de conseils et autres, mais il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Puis, certaines de ces recettes-là viennent d'autres cultures que la culture canadienne typique. Puis, dans tout le processus de consultation dont Simone a fait allusion plus tôt, il y a eu beaucoup aussi, il y a beaucoup été question de toutes les communautés culturelles au Canada et entre autres aussi les peuples autochtones. Et il va y avoir en particulier des outils qui sont, je pense, qui sont développés en ce moment pour eux. Il y a déjà un guide, un ancien guide depuis 2007 environ, pour les populations autochtones, qui est toujours en vigueur, mais il va être, j'imagine, revampé un peu. Mais la question sur l'existence d'une culture culinaire canadienne et québécoise, c'est quelque chose de fascinant parce que il y a, je pense, à l'heure actuelle, une culture culinaire qu'on pourrait pratiquement qualifier d'occidentale, qui a des influences d'à peu près partout dans le monde. Mais bon, si on prend notre machine à voyager dans le temps et qu'on retourne au Québec en 1900, qu'est-ce qu'on mange au Québec en 1900? On mange beaucoup de pain, beaucoup de pommes de terre. La ménagère modeste cuisine de la soupe, vraiment beaucoup, et d'autres types de plats qui se cuisinent bien dans un seul chaudron. Il y a beaucoup de viande, en particulier de la viande de porc, qui est très, très associée aux cultures culinaires paysannes, mais on mange aussi un peu de bœuf, un peu de volaille. Le Canadien français n'a pas attendu le guide pour manger des substituts, parce qu'on remarque souvent la soupe aux pois et la fève au lard. Puis, la variété de fruits et légumes, eh bien, il y a la pomme de terre, la pomme de terre, la pomme de terre, le chou, les carottes, le navet, les oignons et des fruits en saison. Donc, la liste d'épicerie, elle n'est pas très longue. Mais ceci dit, ça pourrait être comme une image très, très figée dans le temps. Il y a toutes sortes de différences entre les classes sociales. Il y a aussi des cultures culinaires régionales, la soupe aux gourganes de Charlevoix, le fromage frais de l'île d'Orléans, l'éternel débat de la tourtière. On ne commencera pas ça ici. Je viens du Saguenay. Mais donc, c'est dire une culture culinaire, c'est à peu près impossible à décrire. Il y en a plusieurs, ça change selon la classe, selon le lieu. Et à travers le 20e siècle, les habitudes alimentaires ont beaucoup évolué à mesure que les gens se sont urbanisés. Donc, si on compare, par exemple, une diète rurale de 1860 puis une diète urbaine de 1910, la variété qui est disponible pour les gens va être complètement différente. Les manières de s'approvisionner sont différentes. Vers le milieu du 20e siècle, les principaux aliments transformés, c'était des produits en conserve, des céréales à déjeuner. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les produits congelés. Puis à partir des années 60-70, il y a eu toutes sortes d'influences internationales. Donc on regarde les livres de cuisine, puis on commence à voir des trucs qui vont porter des noms italiens ou chinois. Quoique chinois, dans les années 70, c'est de la sauce soya. C'est à peu près ça. Puis à partir des années 80-90, le nombre d'influences a littéralement explosé. Mais ceci dit, il y a beaucoup de Québécois francophones qui continuent à être très attachés à certaines recettes traditionnelles, puis à quelques reprises dans l'année, vont faire des repas qui correspondent plus à l'image qu'on a de la cuisine canadienne-française. Mais je ne suis pas certaine que ce modèle-là domine encore beaucoup, peut-être chez certaines
personnes qui appartiennent à des générations qui ont plus d'expérience de la vie. Mais encore une fois, donc il y a ces différences-là entre les générations aussi. Je ne pense pas que les personnes qui ont 80 ans aujourd'hui vont nécessairement avoir une diète qui est très semblable à ceux qui en ont 20. Donc. Si je peux me permettre un tout petit commentaire, c'est intéressant cette question-là sur l'importance le sentiment que l'alimentation qui est recommandée respecte notre culture, notre folklore alimentaire. Ce matin, il y avait justement, on faisait référence dans les médias à un rapport qui avait été réalisé par des chercheurs de Guelph et de l'Université de Dalhousie aussi. Et ils questionnaient les gens sur le tout nouveau guide de 2019 et on leur demandait quels étaient les obstacles peut-être qu'ils voyaient à l'adoption. Puis le fait que les gens sentaient que leur culture, leurs habitudes, leur folklore alimentaire n'était peut-être pas tout à fait respecté était un des obstacles qui était mentionné. Fait que je pense que ça va demander du travail là, de la part de Santé Canada pour, un peu comme Bernard le disait, là, on a présenté l'assiette en disant « pigez dedans », mais comment l'adapter au goût, aux habitudes de chacun, je pense que ça va demander du travail. Tombons un peu dans le pratico-pratique. Tout le monde fait l'épicerie. On est vraiment en train, puis on en parle souvent dans les médias, dans notre quotidien, on dit que le rythme de vie est effréné, la planification des repas, faire l'épicerie. Peut-être, pourquoi pas, donner vos petits trucs. Quels conseils vous donneriez pour planifier, pour faire l'épicerie là, de façon efficace et rapide et aussi, bien, qui sont peut-être en concordance avec ce guide qui est à 90 %, je pense, d'appréciation. Bien, moi, peut-être la première chose que je dirais, c'est que j'hésite tout le temps à entrer, parce qu'on dit le rythme de vie est freiné, on n'a pas le temps de faire de la bouffe. Puis là, je me dis, si on embarque dans « OK, voici des trucs, là, ça prend 2 minutes et quart faire un repas », on est en train de encore renforcer cette idée-là qu'on n'a pas de temps du tout. Et je me pose cette question-là. Je pense que d'une part, on a un rythme de vie, c'est bien rempli et tout ça, mais est-ce que la solution, c'est de toujours présenter des choses qui vont de plus en plus vite? Ou bien non, c'est de prendre, bien, peut-être qu'on peut faire ça d'une part, mais je pense qu'on n'a pas le choix comme société de prendre un recul et de dire, OK, pourquoi on n'a plus de temps pour ça? C'est quoi notre relation, notre rapport au temps? Pourquoi il évolue de cette manière-là? Donc, il y a comme quelque chose là-dedans où est-ce que je suis toujours un peu, quand on me demande, oui, c'est quoi tes trucs pour que ça aille vite, puis mais oui, mais j'ose peut-être pas aller toujours dans cette direction-là. Je trouve que c'est un peu un couteau à double tranchant, puis j'aimerais entendre mes collègues là-dessus. Le pire, c'est que je suis sûr qu'on va tous avoir la même opinion par rapport à ça, mais c'est comme, des fois, j'hésite à parler de ce genre de sujet-là, parce que je me dis, OK, les gens vont dire que je suis une espèce de pelleteux de nuages qui dit comme, la société n'a pas les bonnes valeurs aux bonnes places, puis il faut qu'on change tout ça. Mais je le crois vraiment, parce que l'alimentation a pris vraiment une place secondaire dans le temps qu'on va allouer pour les différentes activités. On a décidé que c'était plus important de travailler, que c'était plus important d'avoir des activités parascolaires, de faire plein d'activités, s'amuser, peu importe. Bien, écouter Netflix, là, on s'entend, que c'était plus important que de cuisiner. C'est une problématique, parce qu'à quelque part, oui, il existe plein de trucs pour que ça aille plus rapidement, mais il y a des raccourcis aussi que, par exemple, l'industrie va nous donner. Ça va nous permettre de cuisiner beaucoup plus rapidement, mais ces raccourcis-là, souvent, vont venir avec un coût sur notre santé, par exemple. Donc, à quelque part, je pense qu'il y a vraiment des réflexions beaucoup plus profondes qu'on devrait avoir sur, oui, notre rapport par rapport au temps, la priorité qu'on met par rapport à la cuisine. Puis c'est un peu ça, dans les messages que le guide met aussi, il envoie ce type de message-là, de redonner une place importante. Bien sûr, ça parce que c'est écrit « prenez le temps de cuisiner », c'est pas suffisant, là. Mais ça montre qu'il y a quelque chose à quelque part qu'il faut qu'on se remette à réfléchir en tant que société sur la place qu'on va allouer à l'alimentation. Alors moi, d'un point de vue pratique, évidemment, je suis tellement d'accord avec ce qui s'est dit, mais pour me faire de la place pour cuisiner, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut se faire du temps pour cuisiner, bien, je travaille tout le temps, donc c'est le dimanche. Donc le dimanche après-midi, je cuisine beaucoup, 3 heures de cuisine, puis je fais un gros chaudron de soupe, comme une bonne ménagère, puis une batch de muffins, puis un repas préparé d'avance ou 2. Puis il suffit de s'enligner 2-3 repas pour commencer la semaine avec tout ce qu'il faut. Puis surtout, cuisiner pour plus de portions, puis en garder, en congeler. C'est des trucs vraiment du gros bon sens, là, mais je pense que ça va vraiment dans la lignée de faisons-nous du temps pour cuisiner. C'est clair que je n'ai pas le temps de cuisiner si je rentre à 7 heures puis qu'il faut que je nourrisse 5 personnes, mais si j'ai 2-3 trucs de fait à l'avance, on peut y arriver. Il y a une expression que les gens utilisent, qui n'est pas l'expression cuisiner, mais que j'aime beaucoup, c'est « faire à manger ».
Puis je pense que ça nous ramène à quelque chose de simple puis de quotidien. Souvent, on a l'impression que cuisiner, c'est long puis c'est compliqué, mais dans les émissions de cuisine puis les livres de cuisine, souvent, on nous présente des recettes qui sont pas mal élaborées, tandis que c'est pas obligé d'être si compliqué que ça non plus pour être bon. Puis peut-être qu'on trouve ça monotone aujourd'hui de réutiliser les mêmes recettes puis d'avoir une espèce de cycle de trucs qui reviennent tout le temps, mais ça simplifie pas mal les choses quand on a une espèce de répertoire de base, de recettes, pas compliquées, qui se font bien mercredi soir, que tout le monde aime, puis qui sont relativement saines, puis qu'on met ça en rotation, puis à un moment donné, ça devient pratiquement automatique. On n'a pas besoin de regarder un livre puis de suivre les instructions. C'est comme, bon, ben, j'ai ça dans mon frigo, ça va comme ça. Donc, peut-être que la répétition, des fois, ça peut aider à intégrer ça dans le quotidien, puis ça permet de régler cette question-là peut-être de manière un petit peu plus rapide. Puis mon autre conseil aussi, c'est ben, cuisiner des choses qu'on a vraiment le goût de manger. Et cultiver un peu sa gourmandise. Moi, la raison pour laquelle je ne jette pas beaucoup de plats transformés, c'est parce que je trouve pas ça bon. C'est souvent meilleur quand c'est nous qui le faisons et ça donne cette motivation-là de manger quelque chose qu'on va vraiment aimer. Donc, je pense que c'est important aussi, encore une fois, on parle souvent du plaisir, mais prévoir qu'on va se faire plaisir à quelques moments dans la semaine avec les repas qu'on a en tête. Puis là, je me sens vraiment comme un pelleteur de nuages parce que là, j'ai dit, il faut revoir nos priorités. Mais j'ai quand même des petits trucs pratiques là, que je veux dire. mais la chose, peut-être que tout ça, c'est des super bons trucs. Puis oui, faites-le, c'est vraiment des super bonnes idées. Mais vraiment, la planification, je pense qu'on oublie à quel point on va gagner du temps. Oui, on investit un petit peu de temps pour dire, OK, quelle recette que je vais cuisiner? Combien de personnes on va être à la maison cette semaine? Combien je dois cuisiner de portions, etc.? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce qu'on a déjà? Oui, ça prend du temps qu'on investit, mais tout le reste de la semaine, vous allez avoir gagné ce temps-là pour faire toutes les autres activités qui vous intéressent, puis écouter Marie Kondo à la place. Fait que, pour vrai, c'est super. D'un point de vue d'investissement de temps, là, c'est gagnant puis c'est efficace quand même de faire ça. Puis tout ça fait un peu référence aussi là, à ce qu'on dit dans le guide, c'est-à-dire développer l'habitude, puis aussi des compétences là, de cuisine, les développer, puis aussi des connaissances. C'est quoi les avantages justement de développer surtout nos connaissances sur les aliments, que ce soit au niveau nutritionnel, mais aussi au niveau cet aliment-là peut faire telle recette ou telle chose comme ça aussi. Là. C'est fondamental. Oui. On est tous biaisés parce qu'on baigne dedans puis on aime ça, mais c'est fondamental de savoir cuisiner minimalement. Puis on en discutait plus tôt. Je suis tout à fait d'avis que les cours de cuisine devraient revenir à l'école. On ne peut pas blâmer les parents non plus de ne pas avoir le temps d'enseigner à leurs enfants comment cuisiner. Certains parents ne savent pas comment cuisiner non plus. Donc, je pense que ça revient au système d'éducation, à la base, de remettre les cours de cuisine à l'école pour que les enfants et les jeunes après, soient débrouillards, indépendants, puis que justement sachent quoi faire avec les aliments. C'est bien beau de s'inscrire à des paniers bio, puis de recevoir un panier avec 3 aubergines puis 2 courgettes, mais si on ne sait pas quoi faire avec, oui, il y a des outils, il y a Internet, on peut chercher des recettes, mais si on a la base de la cuisine, on peut très bien inventer une recette, créer, la modifier, puis aller encore une fois selon nos goûts. Donc, je pense que ça sauve énormément de temps d'avoir les compétences en cuisine. Moi, j'ajouterais peut-être sur les connaissances. Je trouve ça intéressant. On a souvent, comme nutritionniste, pensé les connaissances comme étant, mais dans tel aliment, il y a du calcium, il y a des protéines, tout ça. On a une vision très nutriments là, de transmission de connaissances sur les aliments. Puis moi, je me dis, c'est de faire connaissance avec les aliments, c'est-à-dire de les goûter, de voir ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je trouve qu'on faudrait élargir notre définition aussi des connaissances en alimentation ou en nutrition, puis ça va tout à fait dans le sens d'apprendre à cuisiner, mais de vraiment aussi de développer la culture du goût, puis de vraiment de la découverte. Je pense qu'on gagnerait beaucoup aussi là, d'aller dans cette direction-là. Justement, parlons-en de ces outils-là, ce qu'on retrouve sur Internet, parce que depuis quelques années, on assiste vraiment à une explosion d'émissions de cuisine, de livres de cuisine, des sites Internet de cuisine, des comptes Instagram de cuisine. Donc, toutes ces choses-là, puis aussi qui explosent en même temps que tous les courants comme le véganisme, végétarisme, régime cétogène, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose là, de retrouver tout ça sur Internet? Et aussi, est-ce qu'on peut
parfois se poser la question sur la qualité de ce qui se retrouve sur Internet. Je commencerai avec peut-être Bernard Lavallee qui... Mais tout est vrai sur Internet. Surtout ton blog. Oui, c'est ça. Mais surtout sur le nutritionnisteurbain.ca. Tout est vrai là. Justement, mais moi, je trouve ça en tant vraiment... que créateur de contenu. Mais je trouve ça super intéressant que l'alimentation soit devenue une source de divertissement dans la vie des gens, mais par procuration. On regarde des gens cuisiner, on lit sur des histoires de gens qui cuisinent, on a 12 000 livres de recettes. Clairement, vous n'avez pas fait toutes les recettes dans vos livres, là. Ils sont dans votre bibliothèque, puis c'est pas mal tout, peut-être vous en avez fait une. Donc, il y a quelque chose d'intéressant au fait que maintenant, tu as des compétitions de télé-réalité. C'est devenu du divertissement. Puis des fois, je me questionne à savoir, est-ce que c'est parce que justement, on a perdu ce contact-là de « Hey, non, c'est moi-même qui devrais être en train de faire à manger », mais comme on cuisine moins ou de façon différente, en prenant ces raccourcis-là, si on veut, bien là, finalement, on vit par procuration de d'autres personnes qui vont le faire pour nous. Fait que ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, l'alimentation en tant que divertissement, ou la cuisine, en fait, en tant que divertissement. Puis, la deuxième partie de la question, si on sort de la cuisine puis qu'on regarde plus sur la santé, puis l'espèce de création de communautés autour de modes alimentaires, ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que c'est sûr là, que je trouve ça intéressant, mais c'est fascinant pour moi de voir que des gens se regroupent autour d'une façon de s'alimenter et que, oui, peut-être que c'est parti au départ de la science, d'un intérêt pour le bien-être, d'un intérêt pour la santé, mais que ça se met à transcender un peu cet intérêt-là puis que ça devient comme quelque chose qui devient eux-mêmes, là. Donc ça devient leur propre identité. Puis c'est pas je mange sans gluten, c'est comme je suis sans gluten, je suis keto, je suis végé. Fait que ça devient ton identité, tu t'identifies de la façon dont tu manges, puis il y a des communautés. C'est vraiment fascinant. Puis je pense qu'avant qu'Internet existe, oui, ça devait exister, mais ça a vraiment facilité cette création-là de communautés autour de types d'alimentation. J'ai à peine à ajouter là-dessus parce que j'avais exactement les mêmes propos. Le petit hic à ça, par contre, c'est qu'ils se créent carrément des presque sectes. Et à ce moment-là, ça devient très difficile d'avoir des discussions ouvertes parce qu'il y a plusieurs personnes donc, qui vont être complètement fermées d'esprit. Donc, c'est assez difficile de faire valoir un autre point de vue ou de juste une petite ouverture là-dedans. Bien que je suis tout à fait en accord avec certains courants, le végétarisme, qui peut être contre le végétarisme, en fait, c'est très bien, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus discutables. Les keto diet, c'est un petit peu plus discutable. Et, pour commenter aussi sur les concours, ça crée cette espèce d'impression que cuisiner, là, c'est extraordinaire, puis c'est une performance, puis c'est un résultat impressionnant, puis c'est beau, puis c'est vraiment de l'ouvrage. Ça ne correspond pas nécessairement à des choses que les gens peuvent faire un mercredi soir. Donc peut-être que ça contribue un peu à cette impression-là que cuisiner, c'est un défi, là. Puis ça peut peut-être chez certaines personnes donner l'impression qu'il y a quasiment un exercice de performance puis de comparaison, mais faire à souper, c'est pas un concours non plus, non? Donc je pense qu'il faut peut-être des fois avoir des attentes un peu plus réalistes sur qu'est-ce qu'on va faire à la maison un soir de semaine, puis ça peut être vraiment correct, puis vraiment bon, même si c'est pas instagrammable. Ben là, je suis pas d'accord. Si c'est pas sur Instagram, ça existe pas. On l'a pas mangé. C'est ça, on l'a pas mangé. C'est toujours en lien, évidemment, là, avec des mots qui nous font peur en alimentation. Le gras, le sel, le sucre, le mot calories. Donc ça, c'est des mots là, qu'on entend puis qui flashent en rouge ou en vert, dépendamment de qu'est-ce qu'on... qui on suit, justement, sur les réseaux sociaux ou à la télé. Comment on fait pour y voir clair là-dedans? Je lance peut-être des questions en rafale, vous y répondrez. Est-ce qu'il y a des bons sucres, des mauvais sucres? Comment on doit l'éviter s'il faut le faire? L'aspartame, le sucralose, ces choses-là. Les bons gras, des mauvais gras. Est-ce qu'on mange trop de sel? Donc, toutes ces choses-là qu'on entend, on va y aller peut-être avec une espèce de brainstorm d'idées autour de ces questions-là. Puis je commencerai avec Mme Lemieux, justement, là, qui se penche un peu sur les choix alimentaires, parce que tout ça, souvent, c'est lié à une question de poids aussi, quand on parle de ces mots-là. Puis vous avez travaillé un peu, justement, sur les choix alimentaires en lien avec le poids, là. Par rapport au poids, on a souvent cherché un coupable. Là. Vous vous rappelez, dans les années...
Bon, 80-90, on était vraiment, c'était le gras. Là. On avait trouvé que le gras était l'ennemi numéro 1 à battre là, si on voulait perdre du poids. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait certainement pas. En fait, je dis on s'est rendu compte, je pense qu'on ne s'en est pas rendu compte. Moi, je crois fondamentalement qu'il n'y a pas juste un coupable. Mais ce qui est arrivé, c'est que, là, le gras a fait son temps, là. C'est carrément ça, là. On l'a mis en prison, fait son temps. Puis là, on a choisi le sucre, qui était le nouveau coupable. Puis, je dis pas que de manger trop de sucre, que c'est souhaitable ou tout ça. Mais de focusser sur un nutriment comme ça rend les messages assez... finalement, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments. Puis c'est pour ça que c'est difficile à répondre à la question, les bons et les mauvais sucres. C'est, le sucre, là, le sucrose qui est dans la pomme ou qui est dans le gâteau vachon, je m'excuse, c'est en tout cas, c'est le même sucrose. La biochimie du sucre est le même, mais c'est pas du tout le même aliment. Dans un fruit, il y a une matrice alimentaire, il y a de l'eau, il y a des fibres, il y a plein d'autres choses. Bien, dans un gâteau, il y a autre chose. C'est pas la même matrice. Donc, c'est vraiment l'aliment qui fait... En fait, c'est les aliments qui transportent les nutriments, des vecteurs, on va dire, des nutriments qui font qu'au bout de la ligne, on a une alimentation saine ou moins saine, puis que ça fait au final qu'on est en plus ou moins bonne santé. Donc, je pense que c'est vraiment un mauvais enlignement là, que de focusser sur les nutriments. Puis on essaie de sortir de ça, on essaie de parler plus d'aliments. Mais on a toujours quand même le petit réflexe, la petite tendance à revenir sur les nutriments. Puis on voit là, l'étiquetage, pas l'étiquetage, mais en fait, on va voir apparaître dans les prochains mois, années, en tout cas dans la prochaine année, des espèces de logos là, qui vont nous indiquer qu'un aliment est trop riche en sucre, en sel ou en gras saturé. Donc, on a vraiment de la difficulté à regarder l'aliment dans sa globalité. Donc, c'est vraiment pas... les bons et les mauvais gras, on pourrait peut-être en débattre davantage. Il y a plus de littérature là-dessus, mais même avec les gras saturés et la controverse autour de ça, c'est probablement parce que selon dans quel aliment se retrouve le gras saturé, si tu manges de cet aliment-là, ça n'aura pas le même impact que si tu manges un autre aliment qui est riche en gras saturé. Donc, c'est vraiment difficile de regarder juste... d'avoir une conclusion claire en regardant juste un nutriment. Puis je pense qu'on devrait toujours plus parler d'aliments, puis même globalement plus d'alimentation, là. Moi, je serais peut-être intéressée d'entendre mes collègues en nutrition discuter du comparatif suivant, œufs et margarine. Parce que ce sont deux aliments que l'on blâme souvent pour leur teneur en gras, mais il y en a un qui est définitivement plus démonisé que l'autre. Mais il y a eu un temps où les gens, c'est comme « Ah, mon Dieu, il faut faire attention, il ne faut pas manger trop d'œufs, puis c'est non dangereux, puis il faudrait remplacer le beurre par la margarine, puis tout. » Puis là, il y a comme eu un mouvement inverse, puis c'est la margarine, surtout hydrogénée, qui est tombée en disgrâce. Mais il y a toute la question de la transformation aussi des aliments qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est pas juste les nutriments, mais c'est aussi comme comment ce nutriment-là ou ce composé chimique-là est arrivé dans cet aliment-là. Est-ce que c'est comme dans un œuf puis il a toujours été là? Ou est-ce que c'est après des décennies d'innovation dans les laboratoires que ça s'est retrouvé dans le pot en plastique de ce qu'on appelle de la margarine? Puis ça peut avoir pas mal d'importance aussi sur comment on perçoit cet élément-là comme étant à éviter ou non. Puis dans le fond, c'est pas tant l'élément que tout le processus de transformation qui est à questionner. Mais on mange des aliments, on ne mange pas des nutriments. Mais on essaie toujours de trouver le coupable, exactement comme tu disais. Non, c'est le sucre, non, c'est le gras, non, c'est le gluten, non, c'est le sel, non. On essaie de trouver le coupable aux problématiques de santé publique d'aujourd'hui. Ça vient de notre, et tu en as parlé tantôt, ça vient de notre bagage historique de la nutrition. C'est né dans un monde où il y avait des carences nutritionnelles et un rationnement. Fait nos problèmes de santé publique, c'était des carences. Une carence, c'est super facile à traiter. Tu as le scorbut, tu donnes la vitamine C, la personne est guérie. Magique! Tu as une cause, une solution. Donc, ça marchait à cette époque-là, puis on a commencé à se dire « Wow! Les composants des aliments, c'est ça qui est important. C'est pas l'aliment, c'est la vitamine C, puis c'est le magnésium qui est important. » Puis on réfléchit encore de cette façon-là. C'est en train de changer, mais c'est notre bagage historique. On continue à réfléchir de cette façon-là en disant « Bien là, aujourd'hui, nos problèmes, c'est l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète. C'est qui, là, le méchant? C'est le sucre ou le gras ou le sel? » Puis c'est pas une bonne façon de penser. On mange des aliments en tant que tel, pas des nutriments, là. Il y a une question quand même, c'est toujours plate de dire ça, puis de l'entendre aussi, mais il y a toujours une question de modération. Il n'y a aucun de ces aliments-là qui est mauvais en soi.
si on en mange à l'occasion ou en quantité tout à fait modérée. C'est les excès qui sont dommageables, les excès de gras ou de sucre. Mais une cuillerée de sucre dans son café, ça tue personne. Il n'y a pas de poison là-dedans. Juste pour terminer sur la question des nutriments, encore une fois, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites, mais il reste que pour certains nutriments, il y en a encore qui sont difficiles à atteindre dans notre alimentation, puis en particulier pour les femmes plus âgées, entre autres, le calcium, le fer. Il y a encore des nutriments qui sont difficiles à aller chercher dans l'alimentation. Donc, il ne faut pas non plus complètement mettre de côté qu'il faut quand même atteindre certains besoins nutritionnels, puis il faut savoir dans quels aliments les trouver. Maintenant, on a-tu besoin de compter? Non, on n'a pas besoin de calculer nos quantités de nutriments à chaque jour, mais de savoir que, grosso modo, si on prend tant de produits, 3-4 légumes, effectivement, encore une fois, cette assiette de proportion va nous apporter les nutriments dont on a besoin. Justement, pour faire un rebond sur ce que vous venez de dire, Mme Chevalier, le guide alimentaire qui a enlevé un peu, qui ne tient pas compte là, nécessairement, on l'a dit un petit peu plus tard, de l'âge, de la croissance et tout ça. Vous travaillez avec les personnes âgées là, en particulier. Est-ce que vous croyez que c'est une lacune à ce guide-là? Ou... Oui, ouais. dans sa forme actuelle. Encore une fois, j'ai espoir de voir la suite, parce qu'on nous annonce une suite. Si on regarde les recommandations qui ont été faites, qui sont là en ce moment sur le site Web en ce qui concerne les personnes âgées, on va dire, par exemple, de maintenir un poids santé, de choisir des produits laitiers faibles en gras. En ce qui me concerne, ce n'est pas des recommandations qui sont pertinentes pour les personnes âgées, surtout les personnes très âgées. Quand je dis très âgées, je veux dire 75 ans et plus. Excusez-moi s'il y en a dans la salle que je viens d'insulter comme ça. Mais c'est parce que le pendant de ça, c'est... légalement, donc, on considère les personnes âgées à partir de l'âge de 65 ans, mais en physiologie, en nutrition, dans le monde médical, on considère que les gens de 65 ans à 75 ans ne sont pas vraiment des personnes âgées. Donc, rassurez-vous. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, de maintenir un poids santé au vieil âge, c'est pas pertinent. On sait que c'est même protecteur d'avoir un petit coussin autour de soi, puis d'avoir un IMC un petit peu plus élevé quand on est plus âgé. Puis de consommer des produits laitiers faibles en gras, c'est pas du tout pertinent quand on est rendu à un âge avancé. Moi, je dis toujours, si vous vous êtes rendu jusque-là, à 78, 80 ans, sans aucun problème de santé majeur, continuez de faire ce que vous faites. C'est sûr que s'il y a quelque chose de gagnant là-dedans. Donc, il ne faut pas non plus aller être trop restrictif quand on va vers cette population. Bien, moi, peut-être juste ajouter, je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme si on avait oublié aussi cette population-là, puis les problèmes de malnutrition qui sont vraiment extrêmement importants. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'est difficile de réconcilier les problèmes de malnutrition, les problèmes d'obésité dans une assiette, là, tu sais, voici des recommandations. Puis, tu sais, il existe quand même des recommandations plus spécifiques pour les nourrissons, pour les femmes enceintes, des documents un petit peu en dehors du guide, mais qui sont quand même des recommandations en matière d'alimentation. Puis, je pense que ça serait vraiment un bon moment, en tout cas, à moins qu'on ait vraiment des belles surprises quand sortiront les documents supplémentaires qu'on attend pour 2019, qui devraient nous donner plus d'informations sur, selon les groupes d'âge, ce serait quoi les recommandations. Mais je pense que sinon, il faudrait vraiment que vienne un document peut-être spécifique pour les personnes plus âgées, parce que c'est peut-être, je pense qu'il y a des choses difficilement réconciliables avec le reste des problématiques de santé de la population. Donc, absolument. Ça va prendre des conseils un peu plus cernés, détaillés pour les administrateurs de centres de soins ou d'hébergement de personnes âgées, tout comme des administrateurs d'écoles, des commissions scolaires pour les enfants. Donc, je parle beaucoup des personnes âgées, mais à peu près tout ce que je dis s'applique aussi aux enfants. Donc, oui, on attend ça avec quand même impatience. Et aussi, dans ces besoins particuliers-là, bien, on parle de plus en plus aussi d'exceptions alimentaires, plus qu'avant, en tout cas, là, des allergies, des intolérances, bon, gluten, vous l'avez nommé un petit peu plus tard, mais aussi au lactose, ces choses-là. Puis là, on se pose un peu la question, est-ce que c'est qu'il y en a plus, puis là, c'est la question à 100 $, est-ce qu'il y en a plus qu'avant, ou on en entend plus parler qu'avant? Les allergies?
des allergies, intolérances, ces choses-là, là, il y a aussi un branding là, autour de ça, on va se Oui, le dire. Là, des vraies allergies. Les allergologues s'entendent pour dire qu'il y en a plus qu'avant. Oui, vraiment, c'est pas juste parce qu'on les diagnostique plus. Il y a eu carrément un boom, une augmentation plus marquée, je pense, dans les années 90-2000. Le pourquoi exactement, je suis vraiment un peu une experte là-dedans, je ne pourrais pas vous le dire, mais j'ai des collègues allergologues qui adhèrent à l'hypothèse générale qui veut qu'on vit dans un monde un peu beaucoup plus aseptisé, en fait, qu'avant. Puis, en fait, quand tu mentionnais plutôt, Caroline, la tuberculose à l'époque, mais les enfants, à l'époque, grandissaient dans des maisons où il y avait des vrais gros microbes méchants qui traînaient dans... Ce qu'on a pu aujourd'hui dans nos maisons depuis quelques décennies déjà. Donc, effectivement, il y en a plus. Des insensibilités, ça, je m'y connais franchement peu là-dedans, mais c'est clair je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent des insensibilités alimentaires. Puis le fait de s'instaurer à soi-même une diète plus restrictive, donc d'éliminer certains aliments ou groupes d'aliments, font souvent en sorte que les gens se sentent mieux. Ça peut être réellement parce qu'ils ont une insensibilité, mais ça peut être aussi simplement parce qu'on mange moins. Et puis on se sent mieux. Alors, il y a beaucoup d'effets placebo aussi dans ce monde-là. Puis si on reprend juste l'exemple du gluten, juste un chiffre qui, moi, m'avait vraiment marqué, là, parce que, grosso modo, le gluten, d'un point de vue scientifique, on s'entend qu'il y a à peu près 1% de la population qui vraiment bénéficie de le retirer, qui ont la maladie cœliaque, qui doivent le retirer, c'est ça le traitement. Mais quand il y a eu le pic, c'est en perte, là, le gluten, mais quand il y a eu le pic de popularité du gluten, un Canadien sur 3 recherchait des produits sans gluten, alors que tu as 1% de la population qui en bénéficie réellement. Donc, clairement que oui, il y a des gens qui s'auto-diagnostiquent ou qui en entendent juste parler et qui se disent « Oh, si je vais en manger moins, il me semble que j'irais mieux dans ce temps-là. » Puis là, l'industrie embarque, puis l'offre alimentaire a explosé. Là, mais, donc oui, il y a clairement des effets de mode aussi, même dans les problèmes de santé. Là. Mm-hmm. Oui, les effets de mode, ça peut être assez puissant, surtout quand c'est porté par une célébrité ou quelqu'un qui a une belle histoire de changement fondamental dans sa vie à raconter. Donc, il n'y a rien comme un témoignage de quelqu'un qui allait vraiment mal puis qui va vraiment mieux pour encourager les gens à essayer de faire la même chose. Je pense qu'il y a une partie de ces exceptions-là qui vient du discours médiatique, mais les gens font des exceptions aussi parce que c'est possible. Plusieurs décennies en arrière, si on, je ne sais pas, on retourne au 18e siècle, à une époque où 90% des gens vivaient de l'agriculture, ben, tu ne faisais pas tant d'exceptions que ça, tu mangeais ce que tu avais réussi à faire pousser sur ta terre. Il n'y avait pas beaucoup de négociations à faire autour de la table. Probablement que les exceptions, c'était assez minimal, à moins d'avoir une maladie qui te montrait un signe absolument clair, net et précis que ça, tu ne le tolérais pas. Ben, tu mangeais ça ou tu ne mangeais pas. Donc, il y a le contexte aussi qui permet de choisir autre chose parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Puis, toujours dans les choix alimentaires qu'on fait ou qu'on s'impose ou qu'on choisit, en fait, il y a vraiment de plus en plus de gens qui font des choix en fonction de l'environnement. Par exemple, avec l'achat local ou la culture à la maison ou les élevages qui consomment moins d'énergie ou de ressources. Est-ce que c'est une tendance lourde qui va devenir aussi un incontournable? Là, et est-ce que l'État devrait un peu s'en mêler? Je regarde Bernard Lavallée là, qui en parle beaucoup justement de ces sujets-là sur son blog. Clairement que pour une génération qui est en train de monter, l'environnement fait partie des valeurs intrinsèques dans tous les choix, dans toutes les sphères de la consommation, pas juste dans l'alimentation. Donc, c'était clair que oui, en alimentation aussi, ça allait arriver. Mais je pense aussi que c'est un peu un incontournable dans le sens où, encore une fois, notre contexte a changé. On est rendu beaucoup d'êtres humains sur Terre. Nos ressources sont limitées. On sait maintenant que le fait, oui, on a réussi à produire beaucoup plus de nourriture, on a réussi à être beaucoup plus sur Terre, mais pour faire ça, on a dû utiliser des ressources et générer beaucoup trop de pollution qui amène des conséquences environnementales. Donc maintenant, je pense que c'est juste normal qu'on est en train de regarder tout le monde en arrière puis se dire « il faut qu'on trouve une solution ». Puis l'alimentation, clairement, entre là-dedans. Puis pour faire un lien avec le guide,
parce qu'on est là pour parler de ça, je trouvais ça intéressant que dans le guide, et encore une fois, ce n'est pas dans l'assiette, mais dans d'autres documents complémentaires, on parle de l'impact environnemental. Puis ça, pour moi, c'est un petit peu révolutionnaire que le terme soit écrit dans le sens où, de façon historique, un guide va plutôt s'intéresser à la nutrition, moins à l'impact environnemental, mais là, de l'avoir écrit noir sur blanc, des choix alimentaires peuvent avoir un impact sur l'environnement. Ça peut sembler très comme neutre là, comme phrase, mais juste ça, c'est très bien parce que ça montre que, OK, même Santé Canada peut parler d'environnement et peut conseiller la population en ce sens-là. Puis santé environnementale et santé publique vont de pair, là, donc... Moi, je pense que c'est un incontournable. On n'a pas le choix. On dirait qu'on vient de se réveiller là, depuis quelques années. On dirait que ça a pris des changements climatiques extrêmes pour que le monde se réveille. Et juste pour ajouter à ce que Bernard vient de dire, il y a quand même aussi une tendance mondiale. Puis il y a un gros rapport qui a été sorti par la revue Lancet, le Lancet Commission, sur une diète mondiale pour essayer aussi d'équilibrer les inégalités. Parce que nous, on s'est créé un guide alimentaire pour prévenir certaines maladies, alors que la majeure partie du monde n'a pas suffisamment à manger. Donc, ça amène à tout revoir les systèmes de production alimentaire, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose. Si on peut aller chercher des systèmes de production et d'agriculture et d'élevage des animaux qui soient beaucoup plus écologiques, avec une moins grande empreinte, c'est vraiment une très bonne avenue à suivre. Et encore une fois, la tendance vers diminuer notre consommation de produits animaux vers plutôt des produits végétaux que le guide a adopté, je trouve que c'est un très bon courant à suivre. Puis, encore une fois, je reconnais que ma population, les personnes âgées, sont toujours évidemment les plus réticents à changer leurs habitudes qui sont ancrées depuis longtemps. Mais si justement les générations plus jeunes commencent à intégrer ces nouveaux changements-là, bien ça, ils vont les continuer. Puis donc, on peut juste penser qu'on peut, j'espère, s'améliorer puis changer tranquillement un petit peu à la fois nos habitudes. Mme Durand? Ce que je voulais mentionner, en fait, c'est qu'on a l'impression que c'est nouveau, cette préoccupation-là pour l'environnement, mais j'ai l'impression que c'est plus vieux que ça. Mais il y a des époques où c'est devenu marginal et c'est en train de devenir quelque chose de plus dominant dans les opinions des gens sur l'alimentation. Mais encore une fois, pour avoir une perspective historique sur une très longue échelle, à l'époque pas très heureuse où la famine sévissait et pouvait tuer des centaines de milliers de personnes dans des événements assez limités dans le temps, les gens avaient une conscience viscérale du fait que leur alimentation était liée à l'environnement, parce qu'ils en dépendaient pour survivre. Donc, aller jusqu'à peu près au 19e siècle, la question allait de soi qu'il fallait prendre soin de l'environnement pour éviter de mourir de faim. Puis parfois, on n'y pouvait absolument rien, et parfois, on se rendait compte que les populations pouvaient avoir commis des erreurs ou s'être retrouvées dans des situations où ils comptaient trop sur un certain aliment, puis ils en devenaient victimes lorsque une certaine culture était affectée par une maladie ou ne produisait pas du tout. Famine irlandaise des années 1840, par exemple. Puis après ça, à la fin du 19e siècle, pendant la majeure partie du 20e, la productivité de l'agriculture a augmenté de manière telle que les gens se sont mis à ne pas beaucoup s'inquiéter de est-ce que notre environnement peut nous nourrir. Il est devenu pratiquement évident que ça le pouvait, mais il y a toujours eu des gens qui ont eu l'idée que le bien-être animal en souffrait peut-être, qu'on utilisait peut-être trop de produits chimiques, puis à la fin du 19e siècle, le bien-être animal est devenu quelque chose qui a incité certaines personnes à devenir végétariens. C'est un courant très, très, très marginal. Mais dans les années 60-70, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ces questions-là déjà, qui réfléchissaient à la pollution. Il y avait des craintes sur la surpopulation aussi dans ces années-là. Les démographes avaient des projections de population mondiale absolument catastrophiques. Puis les gens craignaient qu'on ne soit pas capable de nourrir tout le monde. Puis je pense que depuis les années 60-70, ces questions environnementales-là n'ont fait que devenir de plus en plus présentes dans les consciences. Donc moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va s'éteindre ou qui va diminuer. Je pense qu'en fait, c'est plutôt la période d'inconscience qui était pratiquement exceptionnelle. Puis on est peut-être en train de retrouver un peu le gros bon sens. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose. Je trouve ça intéressant que Bernard disait, la nouvelle génération, en tout cas les jeunes, sont plus conscientisés par l'environnement. Puis d'autre part, souvent quand on regarde les habitudes alimentaires des adolescents ou des jeunes adultes, c'est eux qui ont peut-être les moins bonnes habitudes alimentaires globalement. Puis je me dis, tiens, c'est peut-être une manière un peu indirecte de les intéresser à
à la saine alimentation, sans dire voici la saine alimentation, mais voici votre façon de contribuer à un environnement, à une planète en meilleure santé, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'utiliser la santé là, comme espèce de valeur ou comme raison pour manger d'une certaine manière. Fait que je pense qu'il peut y avoir une ouverture intéressante, puis que le guide alimentaire en parle. Je trouve ça intéressant pour peut-être aller rejoindre d'une autre manière des jeunes à s'intéresser à une alimentation plus saine de par leurs convictions là, reliées à l'environnement. Et je trouve ça intéressant, ton commentaire, Simone, que bien manger, c'est pas juste une question de santé. Il y a toutes sortes d'autres valeurs que le terme « bien » peut recouvrir. Puis il y a un paquet d'autres motivations qui peuvent être extrêmement précieuses pour motiver les gens, puis qui peuvent s'attacher à leur identité, à d'autres objectifs que la santé humaine individuelle, puis qui sont tout aussi valides là, hein, pour motiver des choix diététiques. Merci. On est rendu aux questions de notre cher public. Bien, merci. J'espère que ça passe. Je suis Ibrahim. Vous avez parlé, on sait que le guide, au début, avait pour vocation curative. Et maintenant, l'objectif maintenant, c'est de prévenir des maladies lorsqu'on sera plus âgé. Et dans cette même note, vous avez mentionné des aliments qu'ils ont retirés du guide, comme du pain, etc. Est-ce que d'après vous, ces aliments-là, c'est parce que ces aliments ne répondent pas à l'objectif? Ou alors, d'après vous, quelles sont ces raisons? Effectivement, l'image ne représente pas ces aliments-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement retirés de notre alimentation. Puis de toute façon, ce serait impossible qu'ils le soient parce qu'il y a plusieurs de ces aliments, je pense au riz blanc, aux nombreuses déclinaisons de blé, couscous, bulgur et autres, aux pâtes alimentaires qui forment la base de l'alimentation de plusieurs personnes. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas juste les retirer parce qu'encore une fois, culturellement, ça n'aurait aucun sens. Puis, je pense que si on enlève un aliment qui est culturellement attaché à l'alimentation d'une personne, je pense que le guide vient de perdre toute sa crédibilité. Parce que les gens vont dire, ben moi, si vous me dites que je ne peux plus manger ça, je refuse le guide dans son entièreté. Alors, je pense que ce qu'on a voulu faire, puis j'hypothétise, je n'ai pas fait partie de Santé Canada puis des décisions, je pense qu'on a essayé de montrer ce qui était peut-être les meilleurs exemples d'une alimentation plus riche en produits à grains entiers, plutôt qu'en grains transformés. Ça, les évidences scientifiques sont là pour l'appuyer, que, encore une fois, ce n'est pas un aliment versus un autre qui est nécessairement tant que ça meilleur, mais c'est une alimentation qui contient plus de grains entiers, sera sans doute meilleure au niveau de plusieurs maladies, mais entre autres les maladies cardiovasculaires, le contrôle des lipides sanguins, puis du fameux microbiote intestinal qui est si important dans à peu près toutes nos fonctions physiologique. J'aimerais vous entendre. Vous avez touché à l'aspect environnemental. Mais pour produire 9000 œufs bio dans un poulailler, ça prend le même espace que pour en produire 14 000 de façon traditionnelle. Et il faut que je chauffe mon poulailler alors que je n'ai pas besoin de le faire de façon traditionnelle parce que la densité de la population de poules est suffisante pour chauffer. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est une situation complexe. Et là, je ne viens pas dire qu'il ne faut pas manger bio. Tout ce que je dis, c'est assez complexe comme situation. Puis, comment on va s'en sortir? Je ne sais même pas comment... Effectivement, il y a toute la question d'efficacité qui est très importante quand on tient compte de l'impact environnemental. Ça veut dire que si on a une méthode, pour le bio, je ne pourrais pas dire, mais mettons, si je pense, le bœuf en pâturage, pour moi, c'est un super bon exemple. Parce que le bœuf en pâturage, mettons, comment ça va fonctionner, c'est que tu vas avoir ton bœuf qui va manger de l'herbe, donc il y a un impact qui serait moins grand parce que plutôt que tu cultives des céréales pour être capable de le nourrir, il va se nourrir donc du pâturage, etc. Sauf que, même si ça a l'air super beau quand tu regardes ça, puis que les gens vont dire « Ah oui, le bœuf en pâturage, c'est meilleur pour l'environnement », quand tu commences à regarder, tu te rends compte que, ben non, le bœuf qui va rester dans son étable, puis que tu vas lui donner à manger, il va être bien plus efficace pour commencer à produire de la masse, puis produire des calories, parce qu'il marche moins, puis parce qu'il va dépenser. Donc, l'énergie qu'il mange, il la transforme plus en viande. Donc, ta viande du bœuf que tu as nourri comme ça, ben, elle a un impact qui va être moins grand que le bœuf qui va avoir été en pâturage, puis qui va s'être promené. Mais de l'autre côté,
ben, dans le bœuf au pâturage, tu n'as pas eu à cultiver, tu n'as peut-être pas eu à mettre des engrais, à mettre des pesticides, ou peut-être que le fait que le bœuf il a marché, ben, il a fait partie d'un écosystème, il a aidé la biodiversité. Donc, effectivement, des fois, la vraie réponse, je ne vois plus la personne, mais bref, la vraie réponse n'est jamais dans le noir ou blanc, c'est souvent dans les zones de gris, justement, puis c'est des calculs souvent qui vont être hyper complexes parce qu'il y a tellement de facteurs à tenir en compte que des fois, c'est difficile d'avoir comme la réponse parfaite, si on veut. Prochaine question. Bonsoir, je suis Rim, doctorante à l'Université Laval. En fait, j'ai 2 questions, remarques. La première chose, on n'a pas parlé vraiment de rapport qualité-prix, parce qu'en tant qu'étudiante, et on est les coupables, parce que c'est nous qui ne savons pas trop manger, mais si on sait qu'est-ce qu'on doit manger, et on sait très bien manger, mais si dans les commerces, on a le prix des produits frais plus cher que du chocolat, du biscuit et tout, en tant qu'étudiante, je vais me tenter plutôt vers les chocolats, biscuits, que vers des trucs frais, sachant qu'on est des étudiants, on a mal de cuisiner, on a mal de vraiment se très bien préparer avec les cours et les examens, donc il faut vraiment... Et surtout, là, je vois au niveau de l'université et des hôpitaux et des instituts universitaires, l'étudiant, il mange mal. Et si vraiment un étudiant, il paye la même chose qu'un employé, c'est vraiment pas bien du tout. L'absence de préoccupation pour l'aspect social et économique, c'est la faiblesse du guide depuis sa création. C'est une critique qui revient constamment. Il y a eu, je ne sais pas combien, d'économistes, de sociologues, de groupes de nutrition communautaire qui ont regardé les recommandations nutritionnelles puis qui ont dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent pour bien manger? » Puis, je pense qu'en fait, c'est une question qui est extrêmement complexe parce que, d'une part, souvent, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il va défendre le fait qu'il ne donne pas de conseils sur le prix en disant, oui, mais l'alimentation occupe une part de moins en moins importante du budget. Donc, par exemple, à la fin du 19e siècle, une famille ouvrière allait dépenser 50% de son argent sur la nourriture seulement. Aujourd'hui, selon Statistique Canada, un ménage canadien moyen va dépenser environ 20% de son argent sur l'alimentation. Donc, on peut regarder cette statistique-là et dire, miracle, ça coûte moins cher de manger. Mais c'est faux, parce que l'argent est dépensé dans d'autres postes de dépenses qui ne sont absolument pas négociables, comme par exemple le coût du logement. Donc oui, peut-être que les gens vont proportionnellement parlant dépenser moins d'argent pour manger, mais les autres dépenses qu'ils doivent couvrir, ils ne peuvent pas dire « bon, ben moi, ce mois-ci, je paye juste 90% de mon loyer parce qu'il faut que je mange ». Donc souvent, les gens vont rogner sur le budget épicerie pour ces autres dépenses-là qui sont tout aussi importantes. Puis, c'est une question que je pense l'État est absolument pas prêt à régler de la manière dont l'économie puis la politique fonctionnent au Canada en 2019. Là. Ça coûterait pas mal plus cher au gouvernement d'établir une politique qui assure des prix raisonnables pour les aliments sains, par exemple. Donc, le guide alimentaire est, je pense, n'est pas du tout conçu dans une perspective de s'intéresser à la question du manque de ressources économiques pour bien manger. Puis c'est une lutte qui doit se mener, certainement. Mais je ne sais pas si le guide alimentaire, c'est ça, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est ça le target. Bien, en fait, il y a des études de Sylvain Charlebois à l'Université Dalhousie qui démontrent qu'en fait, c'était connu même avant ce guide, dans les moutures précédentes du guide, si on suivait vraiment, si la population entière suivait vraiment le guide et consommait la quantité prescrite de fruits et légumes, bien, on n'en aurait pas assez. La production n'est pas suffisante, puis ça revient un peu à votre question du bio. On ne peut pas penser utopiquement qu'on peut se tourner vers une culture bio entièrement. Il va y rester de la culture intensive, industrielle, qui doit se faire pour nourrir tout le monde. Par contre, là où je voulais en venir avec la mouvance d'être plus conscient de l'environnement, c'est d'au moins réfléchir à des méthodes peut-être un peu moins polluantes et un peu mieux conservatrices de l'environnement à long terme. Mais je ne pense pas qu'on peut suffire à la demande en produisant du bio pour tout le monde. La deuxième chose, en tant que... il faut vraiment aller voir l'industrie alimentaire, parce que là, je vois que vraiment on traite la conséquence et non pas la cause. Parce que la cause, c'est pas que, en fait, la personne qui va consommer, si elle a un produit qui n'est pas sain, elle va la consommer. C'est qu'elle n'a pas le choix.
Mais par contre, il faut vraiment aller donner un peu de force sur les industries. Il faut vraiment diminuer le taux de sel, de sucre, comme vous avez dit. Enfin, c'est pas le sel ou bien le sucre, c'est le taux. C'est que si on va diminuer, on va avoir une sorte de politique, diminuer chaque 6 mois 10% de sel et de sucre dans les produits commercialisés. On va vraiment aller à des taux minimes sans que le consommateur il va sentir cette différence et il va manger beaucoup mieux. C'est ça. En fait, je pense que ça reflète bien, on parle beaucoup des environnements, donc souvent la personne est au centre de ses choix alimentaires, tout ça, puis on a eu souvent tendance à dire que manger, bien, c'est un choix, c'est une responsabilité individuelle. Mais je pense que quand on le voit dans un contexte que ce qu'on mange n'est pas juste influencé par ce qu'on sait sur l'alimentation ou tout ça, mais vraiment par notre environnement, incluant, oui, un joueur important comme l'industrie, mais toutes les politiques aussi, ça revient à la première question. Donc, le fait qu'il y a un peu le prix des aliments sains, parfois, est hors de portée. Donc, je pense que ça démontre qu'on ne peut pas juste dire aux gens, par un guide alimentaire, quoi faire puis quoi manger. Il faut qu'il y ait des actions qui suivent. Puis, par rapport à l'industrie, bien, il y a des efforts dans le sens qu'il y a des discussions entre des chercheurs puis l'industrie pour essayer d'améliorer les produits. Puis, c'est des incitatifs parfois aussi justement, quand on parlait tantôt, même si j'ai certaines réserves par rapport au fait d'étiqueter ou d'indiquer les aliments qui sont plus faibles en sucre, en gras saturé ou en sel. Mais reste que c'est certain que les gens ne veulent pas avoir sur leurs produits le méchant arrêt stop rouge qui va dire hey, ça c'est trop élevé en gras saturé. Donc ça, c'est comme un petit peu un incitatif aussi pour essayer de modifier un peu la composition des aliments, mais il reste du travail à faire là, pour vraiment avoir une conversation qui soit productive là, entre... parce qu'on a beau dire, oui, il faudrait qu'on cuisine, mais ce n'est pas demain matin que tout le monde va partir des aliments de base. On va encore, pendant un bout de temps, oui, certainement, avoir recours à des aliments qui sont transformés. C'est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est important qu'on ne soit pas en bataille contre l'industrie, mais qu'on essaie de travailler avec, comme vous l'avez suggéré. Là. Mais je pense que ça montre juste que bien manger ou la saine alimentation, ce n'est pas que la responsabilité de l'individu. Ça revient à ça, c'est que l'environnement aussi, l'environnement étant les politiques, étant l'industrie, ont aussi une responsabilité pour faciliter ces choix-là qui vont être plus simples. Donc, l'exemple de justement modifier la valeur nutritionnelle des aliments, par exemple, peu importe la façon, oui, ça peut être une façon d'améliorer l'offre alimentaire sans que les gens s'en rendent compte, puis ils gardent les mêmes habitudes. C'est comme un petit truc qu'on fait que, hey, nous, on le sait comme personnes qui travaillent en santé publique, on sait qu'ils ont accès à des meilleurs aliments sans qu'ils aient besoin de faire des efforts. Puis comme ça, on ne met pas toujours non plus la responsabilité sur les épaules des individus. Comme, tu sais, le guide, c'est un peu ça aussi. Là. Quand on reçoit le message, c'est comme dire, bien, si tu veux bien manger, c'est à toi de le faire. Puis oui, on a une responsabilité individuelle, mais la responsabilité devrait être partagée. Là. Puis il faut dire aussi que le gouvernement est capable d'intervenir. Il l'a fait dans le passé. Je veux dire, si un aliment est assez consommé, puis si on est capable de dire qu'il est important pour des populations vulnérables, on peut forcer l'industrie à le modifier. Il y a 2 exemples, la farine blanche additionnée de vitamine B et le lait additionné de vitamine D. Je veux dire, la vitamine D, elle n'apparaît pas naturellement dans le lait, elle est mise là parce qu'on pense que c'est important pour tout le monde, en particulier pour les enfants, puis il y a assez de gens qui boivent du lait pour que ça compte. Donc, il y a eu des exemples dans le passé où est-ce qu'il y a eu assez de pression puis assez d'évidence, assez de preuves scientifiques pour amener des changements. Donc, c'est certainement possible d'en apporter d'autres. Oui, bonjour, je m'appelle Émy et je voulais savoir concrètement, Madame Chevalier, vous avez parlé au début de la présentation de la recommandation de manger en bonne compagnie. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça amène au point de vue physique et santé mentale des citoyens? Puis, selon vous, est-ce qu'il y a assez d'initiatives au Québec qui permettent aux gens de suivre cette recommandation-là? Belle question chargée. La première partie de la question, il y a des preuves scientifiques que de manger en bonne compagnie ou du moins manger avec quelqu'un, déjà fait en sorte qu'on a plus conscience de ce qu'on mange, on mange plus lentement, on apprécie plus ce qu'on mange. D'un point de vue physique, les gens mangent mieux, souvent plus. Peut-être pour certaines personnes, ce n'est pas une bonne idée de manger plus. Pour d'autres, ça peut être une bonne chose de manger plus.
En ce qui concerne la santé mentale, ben ça revient tout à la notion de plaisir, de partage, encore une fois, de partage de culture. Je ne suis pas une experte là-dedans, peut-être que Simone pourra en rajouter, mais ça a clairement des effets bénéfiques à ce niveau-là. Peut-être juste ajouter, c'est ça, il y a aussi des études qui montrent, notamment quand les repas pris en famille, là, que ça avait un effet positif là, sur la qualité de l'alimentation des membres de la famille. Tu parlais du plaisir, Stéphanie. Effectivement, quand on demande aux Québécois c'est quoi pour eux le plaisir de manger, un des aspects qui ressort, c'est le partage au moment du repas. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important, ça fait partie des composantes du plaisir, donc d'intégrer cette idée de partager. Puis ça peut probablement être une manière aussi de rendre plus important. On parlait tantôt d'essayer de rendre plus important l'alimentation, c'est-à-dire d'y mettre pas nécessairement plus de temps, mais que ça devienne quelque chose de peut-être plus important pour nous. Et donc, je pense que de partager un repas, c'est déjà un pas dans cette direction-là. Puis la fin de la question, c'est est-ce que le gouvernement en fait assez? Hein? C'est ça, pour nous aider à avoir du plaisir à manger ensemble? Je ne sais pas. Je pense que je reviens à... Je ne me rappelle plus au début on parlait des personnes seules. Je pense que là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a des cuisines collectives, des fois, qui sont organisées, mais c'est souvent, on cible peut-être un petit peu plus les gens plus démunis. Démunis en termes de ressources peut-être financières. On n'a peut-être pas cette culture-là hein, de dire je ne sais pas, peut-être que ça existe en petits groupes, effectivement. Ouais. Ça existe en petits groupes, des cuisines communautaires, même des groupes d'amis, sans que ce soit nécessairement dans des groupes de personnes démunies, mais des groupes d'amis qui se retrouvent ensemble pour cuisiner ensemble. C'est vraiment une excellente idée, surtout étudiants, comme vous l'êtes, là, la plupart dans la salle, de chacun apporter ses ingrédients, de cuisiner ensemble, puis ensuite de partager la recette en portions pour la semaine. C'est des solutions qui sont vraiment intéressantes. Si je peux me permettre, une manière de comprendre les avantages qu'il y a de manger en bonne compagnie, c'est de penser à comment on mange quand on mange seul. Puis bien souvent, quand on mange seul, on mange en faisant autre chose. Puis, bien, ça fait en sorte, par exemple, qu'on porte moins attention aux signaux de satiété parce que, bien, on se distrait pendant qu'on prend notre repas, puis on s'en est pas rendu compte, mais on a fini notre assiette, puis on avait peut-être finalement pas si faim que ça. Puis, bien, l'autre truc, c'est, moi, j'ai pas l'impression que le gouvernement fait grand-chose pour encourager les gens à manger en bonne compagnie. Et ceci dit, bien, souvent, la meilleure compagnie, c'est la compagnie qu'on choisit. Donc, je sais pas si on veut que l'État nous trouve des amis. D'ailleurs, dans les régimes soviétiques totalitaires, on a fait des expériences, on organisait d'immenses cuisines, des espèces de cafétérias soviétiques, puis les gens étaient encouragés à aller manger là au lieu de manger en famille. Puis, ben, les gens n'aimaient pas tellement ça. Donc, quand on ne choisit pas nos compagnons de table, ben, des fois, le fait qu'il y ait de la compagnie, ça n'améliore pas nécessairement les choses. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vraiment venir de l'extérieur. Là. Mais, Ça nous prendrait une application genre un Tinder, mais comme tu peux trouver des gens pour manger, souper, Ouais, c'est ça. mais voilà une mission pour un développeur. Ouais, cuisiner, manger, donc se faire des dates. Prochaine question. Bonsoir, Charles-Antoine, végétalien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, un immense merci pour vous déplacer, partager vos connaissances et c'est très apprécié, très enrichissant. Prenez des notes. J'aurais pour vous quatre une question où j'aimerais entendre votre opinion et votre expertise qui est à choix de réponse. Donc, alors on avait parlé d'un combat entre nutriments et aliments et en lien avec l'étiquetage, dans le fond, qu'est-ce qui serait la façon d'adopter? Est-ce que ça serait un étiquetage dirigé, un peu comme en ce moment avec la campagne de potassium, où est-ce que là, c'est un nutriment qu'on veut mettre de l'avant? Un étiquetage qui serait complet, développé de A à Z? Autre. Autre. Moi, c'est autre. Moi aussi. Non, mais je vais vous laisser peut-être parler pour l'étiquetage, mais une chose, dans tous les choix de réponse que tu disais, c'est comme quel type d'étiquetage, quel type d'étiquetage.
Moi, ce que j'envoie comme message et ce que le guide envoie comme message, c'est les aliments que tu devrais manger sont des aliments qui n'ont pas d'emballage et donc qui n'auront pas d'étiquette et que tu ne devrais pas, on s'en fout des nutriments qui sont à l'intérieur. Ce sont des aliments qui sont super nutritifs, même s'ils n'ont pas de gros slogans écrits pour dire « je suis super bon pour toi, tu devrais me manger », mais c'est eux qui sont les meilleurs pour ta santé. Fait que moi, c'est plus là-dessus que je pousse. Moi, j'encourage les gens à consommer des aliments sans emballage, ou emballage minimal, donc où la valeur nutritive, c'est pas ça l'important. On sait que quand c'est des aliments frais, peu transformés, ça va être parfait pour toi, puis c'est ça que le guide montre aussi, là. Moi, comme historienne, je ne suis pas convaincue que les étiquetages avec plus d'informations ont nécessairement amené les gens à mieux s'alimenter. Les étiquettes très, très, très informatives, c'est quelque chose de relativement nouveau. Je n'ai pas la date exacte pour le Canada, mais aux États-Unis, jusqu'aux années 1980, il y avait juste 10% des aliments qui avaient une étiquette qui comportait une liste complète d'ingrédients. Donc, je veux dire, puis si on regarde, je veux dire, le genre de problème de santé publique qui sonne l'alarme aujourd'hui, je veux dire, je ne sais pas si je veux dire, la présence d'étiquettes a vraiment eu un effet si grand que ça sur la santé. Ça fait peut-être la promotion de la science de la nutrition. L'étiquette permet aussi à l'industrie de récupérer les discours nutritionnels qui sont les plus porteurs. Donc, par exemple, on s'achète un smoothie et dessus, c'est écrit 3 portions de fruits. Parce que l'ancien guide alimentaire canadien nous disait que les portions de fruits, c'est important. Mais si le guide n'avait pas déjà dit ça, est-ce qu'il y aurait eu cette affirmation-là sur l'étiquette? Donc, moi, en fait, les étiquettes, c'est bof, je sais pas. Bien, il y a quand même des études qui ont été faites avec des espèces de lunettes, là, je ne me rappelle pas du terme, là, mais on est capable de voir combien de temps les gens portent leur attention sur les différents éléments des étiquettes, puis c'était vraiment risible, là, les secondes. Il y avait un petit peu plus de temps sur la calorie, mais ça, c'était aux États-Unis, là, mais c'était vraiment, là, c'était un balayage là, extrêmement rapide. Donc, de rendre l'étiquette très complexe, je ne pense pas que ça donne vraiment grand-chose. Ça a l'avantage, la liste d'ingrédients quand même, mais je suis d'accord, moi j'aurais une réponse A, mais non, et C sont vrais, là, en tout cas, quelque chose de même. Mais en tout cas, non, mais pour certains, c'est vrai qu'il y a certains aliments qui ne sont de toute manière pas étiquetés. Je pense que pour les aliments qui sont produits, qui sont transformés, puis on a probablement besoin de savoir quels ingrédients sont là pour les gens qui souffrent d'allergies, entre autres. Oui. C'est une question de survie. Oui, puis aussi, si j'avais... Bien, il y a quand même des exemples à travers le monde. En France, ils utilisent, ils appellent ça le Nutri-Score, mais c'est vraiment un score qui est vraiment global. On parle encore de nutriments, mais au moins, on ne cible pas juste 1, 2 ou 3, mais vraiment plus globalement. Autant les nutriments à favoriser, d'autres peut-être à réduire. Donc, ça pourrait être aussi... Parce que ce n'est pas vers ça qu'on a décidé d'aller là, au Canada, mais... Moi, j'aurais bien souhaité que ce soit quelque chose d'un petit peu plus global, un profilage de plus global de l'aliment. Juste pour rajouter une mini-chose là-dessus, je pense que les étiquettes, c'est un mal nécessaire, à mon avis. C'est-à-dire que le consommateur a le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit qu'il achète. Puis, ne serait-ce que pour ça, je pense que le gouvernement est obligé et d'obliger les fabricants à déclarer ça. Mais à mes yeux, la liste d'ingrédients est beaucoup plus importante que l'étiquette. Encore une fois, je ne pense pas qu'on doit manger en calculant ni des calories, ni des protéines, ni des... C'est bien si on veut savoir si c'est des quantités massives de sodium ou de sucre camouflés dans un aliment, mais encore une fois, c'est un type d'aliment qu'on ne devrait pas manger très souvent de toute façon. Donc, je pense que de regarder brièvement une liste d'ingrédients puis de voir qu'elle est longue comme ça, déjà, ça nous dit... Choisis autre chose d'un peu plus simple. Puis tu fais fausse route quand tu dis « OK, là, j'ai le choix entre 2 gâteaux au chocolat au supermarché, lequel que je vais choisir? » Puis tu regardes l'étiquette pour voir celui qui va avoir moins de sucre. Tu fais fausse route, là, clairement. C'est comme « mange le gâteau que tu veux, là. » Puis comme... Fais-le toi-même! Donc, puis savoure-le. C'est là, pour moi, qui est le problème de l'étiquetage. C'est que là, les gens se mettent à comparer des aliments que, de toute façon, même si tu fais le meilleur choix, c'est pas nécessairement le choix qui va être le plus nutritif. Puis tu ne devrais pas en consommer tout le temps, donc c'est là un peu la limite. Bonsoir, Bernard Corailly. En fait, j'aurais une petite question en fait à poser sur la littératie en fait alimentaire. On assiste en fait à une profusion de plateformes informationnelles sur la scène d'alimentation, et du même coup, on observe également que les consommateurs en fait sont désireux
d'avoir de l'information. Donc, clairement, il y a une asymétrie, en fait, qui se pose. Et moi, la question de savoir, est-ce que le consommateur, il devient de plus en plus paresseux? Si oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, à la base pour l'amener, en fait, à tendre vers ces informations-là? Et si vous me permettez, peut-être une deuxième petite question. Au niveau de l'immigration, en fait, on a un Canada qui devient de plus en plus multiculturel. Et on a des populations, en fait, qui viennent au Canada, qui sont en transition alimentaire. C'est quoi la place, en fait, du guide alimentaire dans la littératie de ces personnes-là qui viennent? Et si ils ne sont pas suffisamment éduqués, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait intégrer dans ce guide-là pour répondre, en fait, à leurs préoccupations? Voilà, merci. Peut-être par rapport à la littératie, c'est un très bon point que vous apportez. Puis il y a différents angles sur lesquels on peut regarder ça. Vous avez aussi apporté dans votre question la question de un peu la confusion par rapport à toute l'information. Donc, il y a beaucoup aussi parfois de critiques par rapport aux études scientifiques. On se fait dire, ah ben vous les chercheurs, vous changez d'idée là, tous les 2 jours. Ah, un jour, ça c'est bon, le lendemain, c'est pas bon. Mais soyez assurés qu'on ne se réveille pas le matin en se disant, hey, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour mêler la population? Là? J'ai vraiment un plan. On n'est pas du tout là-dedans. Mais je pense qu'il y a une littératie quant à c'est quoi la recherche. Je pense que ça, là, on a vraiment très peu dans nos écoles, en tout cas par rapport à ça. C'est quoi la recherche? Puis pourquoi c'est normal qu'on n'arrive pas à répliquer les résultats quand on est dans des populations différentes, quand on ne teste pas exactement la même chose? Puis comment ça fonctionne, l'avancée des connaissances? Tu sais qu'il y a plein d'études, puis on est dans une direction, mais ça se peut qu'il y ait des fois des études qui ne soient pas tout à fait dans la même direction. Donc, je pense qu'il y aurait comme un pan de la littératie à peut-être aller voir là, du côté du moins de ce qui est de la recherche scientifique, là, essayer d'éduquer, si je pourrais dire, ou de mieux comprendre, d'aider la population à mieux comprendre c'est quoi de la recherche. C'est le bout de réponse que je vais laisser passer le POC, comme on dit. Juste une petite affaire pour ajouter à ce point-là. J'ai aimé le bout, est-ce que vous disiez, est-ce que les consommateurs sont paresseux? Puis, en tant que communicateur, mais aussi en tant que personne qui travaille en santé publique, il ne faut pas mettre la responsabilité sur les consommateurs et dire « Ah, ils sont paresseux, là, moi je leur ai donné l'information, c'est à eux de la regarder ». Au contraire, j'essaie toujours de me dire « OK, c'est ma responsabilité. Si la personne n'a pas compris ou c'était trop compliqué ou elle n'a pas pris le temps de le faire, bien, c'est ma faute, puis il faut que je trouve une nouvelle façon de lui communiquer pour que cette information-là soit facile et simple dans sa vie. » Donc, peut-être que les consommateurs sont plus paresseux ou pas, ou je ne sais pas, mais l'important pour moi, c'est notre responsabilité à nous d'amener cette information-là. Puis c'est une réalité que, regarde, si la personne, ça ne lui tente pas de passer 10 minutes à lire ton étiquette, bien, elle ne va pas le faire. Donc, il faut trouver des façons vraiment, vraiment simples de communiquer l'information. Effectivement, vous avez répondu en partie à la troisième, l'éducation du consommateur. Vous avez parlé des étiquettes et autres. Parce que là, je voulais vous entendre un peu sur les suggestions. Dans le guide, on nous demande de faire attention au marketing, de lire les étiquettes. Est-ce que vous aurez des suggestions à faire aux consommateurs? Et l'autre question, c'est effectivement le lien avec la santé mentale. Est-ce que le lien, ce serait de manger en bonne compagnie ou bien les études qui sont menées par Santé Canada avant d'élaborer le guide tiennent compte de la santé mentale? Merci. Est-ce qu'il y a eu des études spécifiquement sur la santé mentale comme telle? Ça, j'en sais rien. Alors, je veux pas me mouiller là-dedans. Là. Je veux pas dire des faussetés. Les seules choses que je sais, c'est ce dont on a discuté, c'est simplement le fait, encore une fois, de manger en famille. Ça permet beaucoup la transmission des valeurs, des traditions, du partage, mais pour ce qui est de la santé mentale à long terme, si vous parlez de maladie mentale comme telle, ça, je ne peux pas vous répondre, malheureusement. C'est vaste, là, quand la santé mentale. Il y a eu, à un moment donné, énormément d'études sur les oméga-3. Il y avait certaines évidences de ce côté-là. Là, je n'ai pas suivi la littérature non plus, les aliments riches en oméga-3. Donc, c'est un peu... j'ai comme rien qui me vient à l'esprit en termes là, de recommandations spécifiques là, par rapport à la santé mentale. On sait par ailleurs que les gens qui souffrent de maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité, sont aussi plus à risque d'avoir des problèmes de dépression. Donc, on peut imaginer que les recommandations qui visent à réduire l'obésité ou les maladies cardiovasculaires, le diabète, d'une certaine manière, peuvent aussi agir, en tout cas, à une meilleure santé globale. Et la question sur l'éducation par rapport au marketing, hein, c'est ça, je ne me rappelais plus exactement. Bien, dans le guide, si ma mémoire est bonne, on parle vraiment
de se méfier des publicités, non seulement à la télévision, mais sur les réseaux sociaux, les concours de nourriture. En tout cas, il y a plusieurs exemples. J'ai trouvé quand même, personnellement, que si je pouvais critiquer, on parlait du 90 %, cette section-là, je la trouvais peut-être un petit peu plus escamotée en termes de recommandations, puis en termes... quelles sont les évidences qui nous amènent à... Y a-t-il des moyens? Parce que c'est bien beau de dire, OK, soyons vigilants. Je trouvais que c'était comme, OK, il faut qu'on... J'avais l'impression que les gens de Santé Canada se sont dit, oui, il faut qu'on dise quelque chose là-dessus. J'ai été peut-être un petit peu moins convaincue de la science qui était derrière ça. Donc, c'est un peu difficile de répondre, mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être, justement, ça serait un bel effort de recherche à faire, là. Il y aurait des projets de recherche à faire là-dessus, voir comment peut-on, ce serait quoi les stratégies prometteuses pour rendre les gens peut-être un peu plus vigilants, là, qui se rendent compte que là, on est en train de placer un produit, là, tu sais, dans une émission c'est pas écrit « voici une publicité de nourriture », mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment, mais j'ai peut-être pas d'idée claire pour l'instant. Peut-être quelque chose par rapport au marketing. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que, bon, évidemment, l'industrie agroalimentaire a bien plus de budget pour faire du marketing, pour vendre ses produits, que ce qu'on a en recherche ou en santé publique pour mettre de l'avant les messages donc, de santé publique. Et oui, l'industrie agroalimentaire utilise la nutrition puis des données scientifiques pour vendre des produits. Puis au début de notre discussion, tu parlais du fait qu'il y avait deux conseils, un par rapport aux étiquettes puis un par rapport au marketing, puis tu disais c'est la même chose. Pourquoi ils l'ont mis séparément? Je pense parce que les gens ne réalisent pas que l'étiquette, c'est du marketing alimentaire aussi. Donc, même quand ils nous donnent des conseils nutritionnels, ben oui, c'est pour nous encourager à consommer leurs produits. Puis, il y a une étude là, qui me vient en tête qui a été faite à Toronto. C'est Mary Labbé, c'est ça qui est à Toronto. Eux, ce qu'ils regardaient, c'était donc le marketing nutritionnel sur les aliments. Et de mémoire, c'était quelque chose comme un aliment sur deux qui a un emballage qui va avoir une forme de marketing nutritionnel, donc des allégations, mettons, riches en fibres, ou, donc qui nous donne un argument nutritionnel pour qu'on achète le produit. Puis dans des études que son équipe a fait par la suite, ils regardaient la valeur nutritionnelle pour voir est-ce que le fait d'avoir du marketing nutritionnel, ça fait que l'aliment est plus nutritif? Ça ne semblait pas avoir une corrélation nécessairement. Donc, il y a au moins ces données-là peut-être qui peuvent avoir influencé les conseils de Santé Canada, de dire, bien, même si c'est du marketing, ça ne veut pas dire que votre aliment va nécessairement être meilleur pour la santé. Là. Oui, deux brefs commentaires sur la question de la santé mentale. Ce que la nouvelle version du guide offre, je pense, comme avantage par rapport au précédent, c'est que peut-être qu'il ne règle pas de problème de santé mentale du tout, mais il n'encourage pas certains comportements qui peuvent devenir problématiques. Comme par exemple, compter ses calories et ses nutriments. Pour certaines personnes, il y a des gens qui développent des obsessions par rapport à ça, qui deviennent hyper contrôlants sur l'aspect très mathématique de la nutrition que d'autres versions encouragent un peu plus. Là, on y va avec des proportions. C'est beaucoup plus souple. Il n'y a pas tellement de calcul là-dedans. Donc, c'est peut-être un genre de recommandation qui va peut-être encourager un peu moins de comportements qui peuvent mener, mettons, à l'adoption d'habitudes qu'on va associer à l'anorexie ou à l'orthorexie ou des comportements comme ça. Donc, en étant très, très flexible et très, très simple, on décourage peut-être certains types d'habitudes qui peuvent devenir difficiles à porter au quotidien. Puis, bien, sur le marketing, je veux dire, il y a tellement d'assertions sur la santé qui, en fait, ne sont fondées que sur ce que la compagnie veut bien dire de son produit. Je veux dire, on peut vendre des biscuits aux pépites de chocolat puis dire « contient des grains entiers ». Ouais, mais il contient aussi des gras trans, puis beaucoup de sucre, puis pas grand-chose d'intéressant. Donc, le marketing peut être très, très, très biaisé. Puis dans le passé, il y a eu des exemples de marketing absolument faux. On a déjà vendu la mélasse comme une source de vitamines. Je veux dire, des fois, le truc à la mode va être récupéré d'une manière qui va devenir complètement problématique. Donc, je pense que quand le guide dit qu'il faut s'en méfier, effectivement, il y a place à élaboration avec ce conseil. Puis, là, mini tranche de vie, mais juste parce que c'est un lien pertinent, je vous jure. Mais donc, dans le nouveau guide, un des conseils, donc on parle de les aliments protéinés, puis on dit miser en majorité sur les sources de protéines végétales. Pas plus tard que 2 jours après que le guide soit sorti, j'ai reçu un email d'une compagnie agroalimentaire qui m'a envoyé un communiqué de presse sur un produit qu'ils mettaient de l'avant. C'était une poudre de protéines à base de soya.
Puis là, il disait, comme vous l'avez vu, le nouveau guide préconise de mettre en valeur les sources de protéines végétales. Donc, nous vous envoyons cette poudre de protéines-là qui va être bénéfique, qui s'intègre bien à la saine alimentation, blablabla. J'étais comme, OK, ça a pris 2 jours, puis les messages de Santé Canada étaient déjà récupérés. Ça m'a quand même fait rire un peu et un peu pleurer. Mais ça montre à quel point c'est rapide, là, puis ça va être récupéré. De ce côté-ci. Bonsoir, moi je m'appelle Olwen. Puis en fait, ma question, ça touche un peu à ce que vous avez dit par rapport aux obsessions en fait, alimentaires. Puis je me demandais quel était votre avis par rapport à tous ces comportements alimentaires-là qui sont créés, je trouve aujourd'hui majoritairement à cause des réseaux sociaux. En fait, ça peut à la fois être très bénéfique pour les gens parce qu'il y en a beaucoup qui démontrent un mode de vie sain, comme très bien manger, puis être actif. Mais tout à la fois, il y a des gens qui vont développer des obsessions puis un mal-être profond par rapport à ça. Donc, je me demandais, c'est ça, tout d'abord, votre avis. Puis ensuite, est-ce que le guide alimentaire va être plus comme une étoile pour guider les gens? Je ne sais pas comment le dire. Ou ça va juste contribuer peut-être à renforcer des obsessions. Puis, je donne un exemple, quelqu'un qui mange très bien, puis là, qui va avoir envie d'un dessert, il va prendre un dessert. Il le sait que c'est pas nécessairement le meilleur pour lui, mais est-ce qu'il va développer une culpabilité à chaque fois qu'il prend un dessert parce que le guide ne recommande pas vraiment ça, puis parce que toutes les célébrités, par exemple, sur Instagram, en priorité, vont recommander un mode de vie extrêmement sain, couper toutes les sources de, justement, gras, sucre, sel, recommander des super aliments ou le véganisme, plein de modes comme ça. Quel était votre avis par rapport à ça, puis votre opinion aussi sur le rôle du guide face à tout ça? Merci. Merci pour la question. C'est très, très, très pertinent. C'est une problématique souvent qu'on fait semblant des fois de ne pas voir. On dit c'est pour la santé. Hein? Tu sais, sous le parapluie de la santé, il y a bien des choses. Je pense que des personnes vulnérables, quand ils tombent sur des documents comme le guide alimentaire qui disent manger des grains entiers, faites ci, faites ça, ils ont une vulnérabilité. Puis je crois que il faudra à quelque part, je me suis dit quand le guide est sorti que là, le travail de Santé Canada commençait, ou en tout cas le travail des gens en santé publique commençait, parce qu'il faut aussi dire à quelque part que c'est tout à fait normal de ne pas toujours manger, que c'est parfait d'être imparfait finalement. Tu sais, c'est ça des fois qui ne ressort pas dans les messages, mais il doit être dit ce message-là. Des fois, on a peur de dire on en a parlé, c'est correct de manger tel aliment, c'est correct de ne pas être, entre guillemets, parfait. Ça, c'est pas facile de dire ce message-là, mais je pense qu'on n'a pas le choix, parce que premièrement, c'est la réalité. Il n'y a personne, je pense qu'il n'y a personne qui suit parfaitement le guide alimentaire canadien. Je crois que c'est presque, il n'y a probablement personne presque au Canada. Je pense, là, je ne sais pas, j'ai l'impression. C'est un guide, là, ouais. Mais, effectivement, je pense que pour éviter les dérapes là, du côté de l'orthorexie, à laquelle on peut penser, qui est la forme un peu moins... Ça passe, pas que ça passe mieux, mais les gens souvent vont même s'auto-diagnostiquer presque orthorexique parce que ça a une connotation peut-être moins négative que l'anorexie. L'orthorexie, c'est comme je suis vraiment très perfectionniste par rapport à mon alimentation parce que la santé est super importante, tout ça. Mais oui, il peut y avoir des dérives de mettre l'espèce d'idéal santé là, toujours à l'avant-plan, puis de jamais montrer d'autres aspects d'une alimentation normale, je dirais. Puis bon, même si le guide, je trouve quand même que dans la manière, en tout cas dans les documents, c'est sûr que là, le grand public ne lit pas nécessairement ça, mais dans les documents qui viennent en soutien au guide, ils ont vraiment fait attention de ne pas avoir un message, comment je dis, restrictif, ou ils ont bien choisi les mots, mais c'est probablement pas suffisant pour éviter que certaines personnes vulnérables là, viennent avoir des problèmes alimentaires en essayant de trop bien faire. Non, effectivement, ça n'est absolument pas prescriptif et ça se veut aussi, vous l'avez dit, un guide. Donc, effectivement, oui, une étoile à suivre, c'est-à-dire à consommer régulièrement de cette façon-là, à manger régulièrement de cette façon-là, mais ça exclut pas du tout qu'on peut
aussi manger différemment à d'autres moments de la semaine. Donc, si globalement, sur une semaine, on mange à peu près comme ce que nous montre cette image, qu'on s'entend, c'est un idéal, là, cette image-là, sur une base régulière, tout va bien. On a le droit à des excès ailleurs. Je dis on a le droit, je ne devrais même pas dire ça. On a le droit à tout. On a le droit à rien d'interdit. Il n'y a rien d'interdit. Mais oui, c'est ça. C'est la régularité par rapport aux occasions qu'il faut aussi considérer. Puis certainement pas ne pas culpabiliser. Je dis ça avec beaucoup de facilité, mais je suis tout à fait d'accord avec Simone que des personnes vulnérables peuvent prendre des guides comme ça à la lettre et les suivre et s'en rendre, devenir obsessif à partir de tout ça. Ça peut aller très loin. Oui, puis je pense aussi qu'il faut considérer ça dans un contexte social et culturel beaucoup plus large où est-ce qu'on valorise la performance puis la compétitivité dans à peu près tout. Donc, si un jour, vous avez commencé à faire de la course à pied, puis à lire sur la course à pied, bien, à un moment donné, vous vous rendez compte que si vous ne vous entraînez pas pour un marathon, là, vous ne courez pas. Oui, mais je veux dire, un petit 5 km, c'est le fun aussi, là, puis ça fait du bien, puis on peut se sentir bien, puis être en santé, puis en tirer des bénéfices. Mais je pense que la saine alimentation, c'est un peu ça aussi, là. Tout le monde n'est pas obligé d'être un marathonien de la saine alimentation pour bien manger puis être en santé. Mais quand on fréquente un petit peu trop certains réseaux sociaux, bien, des fois, on est porté à vraiment beaucoup se comparer avec des gens qui, entre guillemets, ont un style de vie qui performe, là. Puis c'est super impressionnant en photo puis tout ça, là. Ça, c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Oui, oui. Pas nécessairement la réalité non plus. Mais moi, je pense que l'aspect réseaux sociaux est quelque chose dont il faut encourager les gens à se méfier. Comme on se méfie du marketing alimentaire, je pense que la manière dont les gens se représentent dans les réseaux sociaux, ça aussi, c'est une espèce de fiction, puis une espèce de publicité pour un mode de vie. Puis il y a tout autant de matière à critiquer ça que le marketing alimentaire. C'est pas plus vrai, c'est pas plus valide. Puis c'est ça, je veux dire, être en santé, c'est pas un concours, là. Bonsoir, Thierry Lefebvre, professionnel de recherche et écologiste. Ma question, très naïve, est-ce que les épices font partie du guide alimentaire et dans quel contexte? Merci. Mais est-ce qu'elles sont représentées dans la photo? Sur la couleur de certains aliments, peut-être? C'est vraiment une bonne question. Je pense. Non, mais ce ne sont pas des épices. Mais en fait, elles ne sont pas là, je pense, simplement parce que ça n'est pas vu comme un aliment, disons, qui comble des besoins nutritionnels. Mais c'est clair que ça fait partie de l'alimentation, tout comme l'huile, qu'on ne retrouve pas là. Un peu de sucre aussi, tout ça fait partie de l'alimentation qu'on va retrouver par ailleurs dans les recettes aussi qui sont disponibles sur le site. Mais les épices, ben oui, il faut en mettre, c'est ce qui rend tout ça intéressant. Hein. Mais pour apporter un peu de réflexion sur la question de la production alimentaire, le guide alimentaire canadien évoque très brièvement que les habitudes alimentaires ont un effet sur l'environnement, mais il ne s'adresse pas aux producteurs d'aliments, il s'adresse aux consommateurs, puis il essaie de guider cette personne-là dans ses choix. Moi, j'aimerais ça voir un guide de l'agriculture canadienne. Ça n'existe pas. Je pense que chaque type de production a ses règles et ses standards, et chaque grande production agricole va opérer d'une certaine manière, mais comment on fait pour transformer l'agriculture globale? Par où on commence? Est-ce que c'est la demande du consommateur qui doit pousser les producteurs dans une direction? Est-ce que les producteurs doivent prendre l'initiative de transformer leur manière de produire? Est-ce qu'il faut que ce soit un peu des deux? Est-ce qu'il faut que l'État régule? Je veux dire, tout ça est extrêmement complexe et ça devient d'autant plus compliqué que maintenant la production alimentaire se fait de manière globale. Et dans le dernier siècle, cette globalisation de l'alimentation-là n'a fait qu'augmenter et de s'accélérer. Donc, je pense que si on peut offrir un guide qui tient sur 2 petites affichettes pour le consommateur, comment on fait pour parler de la production alimentaire? C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à encapsuler dans quelques conseils et pratiques. La manière dont la production agricole a changé, comment ça répond à des impératifs économiques, tout ça, c'est tellement complexe. Hein? Puis les 2 gestes qui peuvent avoir le plus d'impact d'un point de vue environnemental puis qui demandent peut-être le moins d'efforts, on va dire, qui sont les plus faciles, et c'est les 2 gestes dont on parle dans le guide alimentaire. C'est de réduire le gaspillage alimentaire parce que toutes les ressources qu'on met pour la production alimentaire, on en jette à peu près 30 %. Fait que c'est sûr que si on en jetait moins,
ça serait plus efficace. Deuxième chose, c'est manger moins de viande, clairement. Puis le guide l'a dit, il faut mettre une priorité sur les sources de protéines végétales. C'est les deux gestes qui ont le plus d'impact positif sur l'environnement, ou du moins qui diminuent la demande en ressources. Après ça, il y a 1000 autres choses qu'on peut faire. Il ne faut pas oublier que le bio, c'est une certification, hein, c'est un terme qui est réglementé. Il y a des agriculteurs qui font les choses bien mieux que ce que le bio demande, mais qu'il n'y a pas de certification encore qui existe. Hein. Moi, j'aimerais ça qu'on ait une autre certification qui est la certification chimique. Parce qu'avant qu'on utilise des engrais chimiques puis des insecticides chimiques dans l'agriculture, c'était tout bio. On n'avait pas besoin de dire que c'était bio puis naturel avant que ça change. Pourquoi on ne fait pas le contraire puis on ne met pas une étiquette sur les aliments qui sont chimiques? Je pense que là, ça éveillerait peut-être les consciences autrement. Je serais bien curieuse de tenter l'expérience dans un supermarché, mais je ne sais pas si l'industrie me laisserait faire. Bonsoir, monsieur choix de réponse encore. Que pensez-vous des similitudes entre le guide alimentaire et le régime méditerranéen? Et si vous répondez non à cette question, que pensez-vous du jeûne saisonnier, un peu comme le régime des apôtres? Merci. Alors, on répond oui. On n'a pas besoin de répondre à la dernière question. Mais il y a beaucoup de similitudes entre le régime méditerranéen et le guide alimentaire. C'est évident. C'est un peu comme la diète méditerranéenne adaptée à notre culture nord-américaine, en fin de compte. Ce qui est le cas aussi dans d'autres guides. On a le guide nordique, entre autres, qui a été élaboré au Danemark, qui ressemble aussi beaucoup à la diète méditerranéenne, mais selon les produits disponibles localement. Donc, les grands principes, les grandes trouvailles en santé, donc de lien entre la diète méditerranéenne et la santé, enfin, ce à quoi tend Santé Canada avec son guide, c'est d'aller vers les mêmes résultats. Peut-être une chose, par contre, que j'aimerais apporter, c'est qu'en 2007, on disait de prendre au moins 2 portions de poisson par semaine dans le guide alimentaire. Je ne dis pas que le poisson n'est plus dans le guide, il fait partie des aliments protéinés, mais il y a peut-être moins, en tout cas, ça serait la différence que je verrais avec la diète méditerranéenne, qui quand même a une composante poisson assez importante. Ou est-ce qu'on n'a pas nécessairement, on peut manger parfaitement comme le guide alimentaire canadien sans jamais manger de poisson? En tout cas, il y a comme pas un recul par rapport au poisson, mais il y a peut-être un peu moins, la lumière est peut-être un petit peu moins sur le poisson en 2019 qu'en 2007. Fait que, dans ce sens-là, il y a peut-être là où est-ce que on se dissocie une petite affaire, là, je dirais, du régime méditerranéen, mais pour tout ce qui est fruits, légumes, les grains entiers, choix d'huile, etc., bien là, on est direct dedans. L'huile de canola remplace l'huile d'olive. Oui, on est direct dedans. Puis la deuxième question, c'était le jeûne. Hein? Oui. Je suis sadique? Je maso, c'est ça? Vas-y. Répondre. Non, mais je connaissais pas je connaissais il y a beaucoup de les jeûnes intermittents là, dans la journée, tout ça, mais cette façon-là de passer d'une façon de s'alimenter à l'autre selon les saisons, j'avoue bien humblement, là, naïvement, que je ne connaissais pas ça. Je ne sais pas trop quoi répondre. Mais c'est ce que les... Finalement, j'ai quoi? Finalement, tu aurais dû juste laisser faire. J'aurais dû laisser faire semblant que je m'en rappelais plus. Mais ça a aidé à préciser la question. Vraiment. Mais c'est ce que les gens faisaient au temps de jadis. Oui, bien, selon les ressources. Quand on n'avait pas toute l'alimentation qui est distribuée par les moyens de transport modernes, on mangeait des tomates quand c'était le temps des tomates. Si on pouvait en mettre un peu en conserve, on en mettait un peu en conserve, mais l'alimentation était très saisonnière par le passé. Puis je ne pense pas que les humains en souffraient particulièrement. Il y avait une manière de combler différents besoins avec différents aliments, mais clairement, il y avait beaucoup de variations saisonnières avant. Puis... Mais leur contexte était tellement différent donc que c'est difficile de le comparer. Là, autant au niveau de l'activité physique que de leur longévité. Mais là où cette idée-là peut être intéressante, c'est quand on considère l'impact sur l'environnement, puis le bénéfice qu'il y a pour certains aliments de manger local si on pense par exemple à l'empreinte carbone causée par le transport pour certains items. Donc peut-être que pour certains trucs très spécifiques, d'avoir une rotation annuelle de certains produits, ça peut
présenter des avantages. Puis ça peut être le fun aussi au niveau gustatif. C'est comme quand c'est le temps des clémentines du Maroc, ben, tu en manges pendant 2 mois, puis après ça, ben, le reste de l'année, tu manges autre chose. Puis quand les clémentines reviennent, ben, tu es tout excité parce qu'enfin, c'est revenu et c'est tellement bon et ça goûte Noël. Donc, ça peut peut-être, je sais pas, créer un plaisir par la rareté. Ben, merci beaucoup. Mon Dieu, merci, oui.